Coucou tout le monde, on commence sur ton écran, attention. Super. Yes. J'espère que vous allez bien tout le monde. On va commencer cette fois non pas par de l'AT, on va commencer par de l'actu et du fonda. Comment tu vas Léo? Bah écoute, ça va, hein. Franchement, comme d'habitude, on profite un petit peu le week-end parce que dans tous les cas, il se passe rien. Ouais, ça bouge un peu, mais pas trop. Cette semaine, j'ai pris 3 ou 4 trades, donc c'est quand même un peu plus que les semaines dernières. Donc là, je commence à regarder beaucoup plus attentivement parce que quoi qu'on en dise, il y a un petit retour de volatilité. Ouais. Et on essaye de tout exploiter, on essaye de grappiller, etc. Donc non, franchement, cette semaine, ça commence à bien rebouger. Les 2 dernières semaines, c'était vraiment catastrophique d'un point de vue prix, enfin d'un point de vue volatilité surtout. Mais là, il y a des choses assez intéressantes, donc voilà, je me suis concentré sur ça cette semaine. Et toi ? Bah écoute, tout pareil, Counter-Strike qui sort officiellement, on y a joué un petit peu, ça fait plaisir. Ouais, à côté aussi. de ça, on a donc un marché crypto qui bouge un petit peu, une annonce de l'airdrop de Celestia, on en parlait dans l'émission précédente, mais ça s'est confirmé cette fois, avec de l'éligibilité pour les gens qui avaient du MetaMask, donc qui ont fait des manips sur des roll-ups, des gens qui ont fait des manips sur Cosmos, sur Osmosis, etc. Donc ça c'est cool, on va voir des choses. D'ailleurs on en parlera, on essaiera de se projeter sur la valorisation du jeton, combien de sous on va toucher, comment on peut essayer de réagir sans être devin bien sûr, si ça peut vous aider. Je me suis pris de passion pour un protocole aussi qui va sortir, qui s'appelle IO.net. Qui va avoir un jeton qui s'appelle IOCoin, qui en fait met à disposition un marché de la carte graphique. Comment t'écris le nom du coin ? IO.net. Voilà. IO.net. Et le nom du coin, ce sera IOCoin. Mais le site, c'est IO.net. Ok. Et donc, c'est un partenariat entre Solana pour la partie paiement. Je pense que ce sera du paiement en USDC via Solana. Render Token, qui met à disposition ses cartes graphiques pour justement faire des calculs pour de l'IA, pas seulement de la modélisation 3D. Ray, qui est une initiative d'OpenAI pour des modèles de données pour de l'IA, et Filecoin pour du stockage de données. Parce que quand tu fais de l'IA, il faut de la puissance graphique, il faut de la puissance processeur, mais il faut aussi de la bande passante et du stockage. Et, on n'a pas été payé pour dire ça, hein, si jamais. Ouais, non, mais c'est vrai. Et en fait, pourquoi ça m'a pris de passion ? Parce que tu vois, on est un peu en train de chercher des narratives qui pourraient un peu propulser un nouveau bull run. Naturellement, on pense à la DeFi, faire travailler son argent. Moi, je pense toujours à cette grande communauté de mineurs de crypto-monnaies qui se sont fait jarter avec le passage en Proof of Stake sur Ethereum. Et je me dis, comment on utilise ces cartes graphiques ? Alors, il y a 2 ans, je te parlais de LivePeer, qui n'a pas trop pris, hein, on va pas se mentir. Mais le boom de l'IA, il est assez évident. Et je pense que pouvoir mettre à disposition un marché où d'un côté, tu as des gens qui peuvent utiliser leurs cartes graphiques pour toucher des sous avec des yields bien supérieurs à du mining de crypto-monnaie, et d'un autre côté, mettre à disposition à des gens qui font de l'IA des cartes graphiques pour pouvoir entraîner des modèles, créer des modèles, etc. pour de l'IA, pour moi, ça fait sens. Ça fait un bon merge entre le Web3 et l'IA. Donc, on fait un gros point sur ça. Peut-être la première fois qu'on entend un truc pertinent autour de l'IA et des cryptos, je sais pas. Ouais, quasiment. Tu nous avais parlé de Akash aussi. Ouais, Akash, tout à fait. Où on pouvait louer des cartes graphiques, etc. Mais... C'est ça. En fait, Akash, je suis allé vérifier avant l'émission. Ça bouge pas. 140 cartes graphiques. Tandis que là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de cartes graphiques, je crois, mises à disposition. Je crois. Donc, ce sera pas live tout de suite. Et ils ont une roadmap. De toute façon, on va regarder tout ça. Mais ça va commencer à être alpha, bêta fin d'année. Et après, ça va s'ouvrir progressivement. Alors, sur le site, ça parle de 12,5$ par jour pour une RTX 4090. Si c'est vrai, les gars, c'est simple. 12,5 x 160, t'es à 2000$. La carte, elle est remboursée en une demi-année. C'est ultra rentable, quoi. Donc, j'ai un peu de mal à y croire carrément. Mais là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout le monde rachète des cartes graphiques, boom de l'IA, etc. Leur document, il est superbe. Je vais pas vous spoil. On prendra le temps on va regarder ça comme il faut juste après. Mis à part ça, bonjour le chat. Est-ce qu'on n'afficherait pas le chat ? Yo, Amadison, Shugdad de 72, Sedmike, Maf, Ghost, Cosmic, Jean Facteur, Adopt un Coin, Guigui du forum, Calo, Nix the Tix, ouais, ok. Steposcope, Frankie Love, Sam Logan, Erratic Ape. Bref, yo à tous. J'affiche un petit peu tous les messages. On va avoir une belle émission. Belle émission, en tout cas, du côté actu. Il s'est passé quand même des trucs intéressants cette semaine, franchement. Je sais pas. Déjà, ça a bien bougé sur Solana. Tu nous en parleras sur l'AT. Moi, j'ai bien aimé le mouvement.
De toute façon, bon, vous savez que j'adore Solana, mais ça vient aussi du fait qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie, la 1.16, qui semble améliorer les performances grâce à des optimisations. On n'est pas encore à FireDancer, mais apparemment la finalité des transactions est beaucoup plus rapide et le fameux client FireDancer qui sortira je ne sais pas quand, bah là, ça va vraiment propulser les performances, un truc de dingue. Donc toi, t'expliques ce pump de cette manière-là, du coup. Est-ce que En le partie. timing concorde ou absolument pas? Ouais, je pense que le timing concorde. Alors après, est-ce que niveau AT, t'avais pas une espèce de triangle qui a éclaté? Je sais pas, parce que je vais te dire, je regarde pas trop l'AT, mais sur ma TL, j'ai vu quelques alts où t'avais des espèces de triangles qui pétaient avec un rebond sur le triangle. Je l'ai vu, je crois, sur iOS, je crois que je l'ai vu sur Swissborg, je l'ai vu sur plein de trucs. Alors voilà, c'est toi le professionnel sur le sujet. Ouais, moi je vois pas de triangle, mais non, juste moi ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on avait un niveau qui était assez important ici. On avait glissé en dessous, et je crois que dans la dernière masterclass, je disais que si on le récupérait à ce moment-là, ça pourrait être assez positif, mais que tant qu'on était en dessous, bah mon prochain objectif c'est celui-là, quoi. Sachant que moi, ça faisait un petit moment que j'ai pas respecté mon plan, mais j'avais dit que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de jouer un higher low. Donc, vu que pour moi, on était dans une dynamique haussière avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Enfin, surtout que ici, bon, c'est pas une clôture majeure, mais on a quand même clôturé au-dessus de ce niveau ici. Je me dis que il y avait peut-être un monde où, bah, justement, on amorçait quelque chose d'assez haussier en weekly ou même en monthly, et que donc, si jamais on était amené à retracer 61 à 70% de toute la hausse ici, on avait eu juste là. Ici, ça pourrait être simplement une bonne localisation pour essayer d'en acheter. J'avais tracé tout simplement cette reload zone, donc comme j'expliquais, 61 à 78% de retracement de la hausse qu'on avait eu ici entre les 12,80 et les 32,13. Et on voit que bah voilà, ça fait son effet. C'était une localisation qui était assez importante à défendre pour les acheteurs, parce que voilà, si on voulait espérer voir tout simplement ce lot tenir, bah c'était quand même une belle localisation pour le défendre, et donc acheter ici avec une invalidation si jamais on pétait en dessous pour derrière viser plus haut. Et là on voit que ça rebondit. On voit qu'on a reclaim le niveau, et surtout, je voulais en parler juste après, mais on voit ici sur l'order flow que bah, on a tout simplement des fundings qui sont assez négatifs. Donc là, le funding qui est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je sais pas si vous voyez en bas ici, dès que c'est en dessous de 0, ça veut dire que les acheteurs sont payés pour acheter pour long sur les dérivés. Et plus le trait rouge est bas, plus ça veut dire que les acheteurs sont payés. À l'inverse, plus les traits verts sont hauts, tout simplement à partir du moment où on a des traits verts, ça veut dire que les acheteurs payent les shorts, et donc que les vendeurs, donc ceux qui parient à la baisse, eux sont payés pour justement vendre et parier à la baisse. Et donc ce qu'on voit, c'est que bah, on a eu quand même des gros moments où on a eu des fundings super négatifs. Et en fait, ce que ça a marqué pour moi, c'est, j'en reparlais, j'en ai fait un tweet tout à l'heure pour expliquer Tetsuya à ce moment-là. C'était le moment où on nous disait, voilà, il y a je sais pas combien de Solana qui peuvent être vendus sur le marché à cause de FTX, blablabla. Bla. Et puis d'un coup, les gens ils sont en mode mais attends, mais en fait il y a une grosse partie qui est pas liquide, blablabla, blablabla. Et puis bah en fait tous les mecs qui ont voulu shorter de manière agressive, je pense qu'ils ont pas voulu lâcher. Et là sur cette hausse là, ils se sont fait tout simplement arracher quoi. Et puis de notre côté, ça correspond à quoi? Ça correspond à un retest de ce niveau ici, qui était un gros niveau de support et qui est tout simplement le niveau de résistance, enfin un niveau qui a été retesté en tant que résistance ici à 3 reprises avant de pousser vers le bas. Donc on a arraché les vendeurs. On a été chasser des liquidités, retester un niveau qui est assez important, et maintenant on va voir ce qui se passe. Ça m'étonnerait pas qu'on ait davantage de retracement, mais voilà, je pense que c'était surtout l'occasion de faire chier un maximum les vendeurs à court terme, quitte à les faire gagner par la suite. Mais en tout cas à court terme, on les a bien. Voilà. Et ben on fera un point sur l'AT. Merci pour Solana. Moi j'aime bien savoir ce qui s'y passe. Forcément, en tant qu'investisseur passionné, tout ce que tu veux sur le sujet, je te propose d'attaquer directement du coup sur les actus et sur le fonda. Alors, pas mal d'actus. On fait les actus, on fait le fonda, puis on fait l'AT. C'est parti, on commence par l'actu. Donc, on a Binance qui cède à Comex une nouvelle boîte, ses activités pour la clientèle russe. Alors, au début, j'y vais passer l'info. Tu peux peut-être zoomer un tout petit peu plus? Ouais, carrément. Et j'ai vu passer l'info, et tu vois, bon, j'ai pas trop calculé. Après, je me suis dit plusieurs choses. Déjà, d'un point de vue politique, c'est intéressant. Ça veut dire vraiment Binance se détache de la Russie. Ça veut dire qu'on rentre vraiment dans le jeu de l'Occident.
Bon, la justification publique, c'est de dire que voilà, la Russie est pas trop dans les cordes d'un point de vue compliance. Non, moi je pense qu'ils ont pris des coups de pression du point de vue de l'Occident. Ok, très bien. Et ensuite, je me suis dit Comex. Au début, je me suis dit Comex, c'est un exchange russe, tu vois. Donc, je suis allé sur Internet et en fait, non, c'est un exchange qui est tout frais, mais pour le coup, vraiment tout frais, qui a été créé pour l'occasion, en fait, qui fait encore très très peu de volume. Donc, je suis allé le voir. Quasiment pas de volume. Ouais, mais en fait, il n'y a rien, tu vois. C'est minuscule. L'interface ressemble beaucoup à Binance. Alors, Sizi a reçu des critiques comme quoi c'était lui derrière Comex. Il s'est justifié publiquement pour dire que non, c'était pas lui derrière Comex, mais que le design a été fait pour ressembler à Binance pour que les clients ne soient pas déboussolés. Ok. Moi, je peux peut-être argumenter sur quelque chose qui me semble assez important. C'est qu'en vrai, les exchanges, maintenant, ils se ressemblent tous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'en ai pas la certitude, mais j'en ai l'intime conviction. Faudrait que je fasse un peu plus mes devoirs sur ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des systèmes de marque blanche où en fait, je pense que certains exchanges, je sais pas si c'est Binance ou KuCoin ou d'autres, vendent leur technologie, vendent leurs interfaces en marque blanche pour faire en sorte que n'importe quel exchange puisse le lancer, l'utiliser et leur devoir des fees. Alors, je sais pas si c'est un montant mensuel par mois, je sais pas si c'est un pourcentage de leur revenu ou ce genre de choses, mais ça m'étonnerait pas parce que voilà, il y a un vrai business et que les interfaces, elles se ressemblent énormément. Je me souviens que KuCoin, ça ressemblait énormément. Enfin, BitGet, KuCoin, enfin, il y en avait plusieurs qui se ressemblaient énormément à un moment. Et je me posais justement cette question et je pense que c'est quasiment prouvable. Hein. Mais bah, tu vois, je voulais argumenter avec un truc à l'écran et je me rends compte que leur token, ils ont fermé boutique. J'étais même pas au courant, mais ils utilisaient Binance Cloud et c'était une copie de Binance sur la partie exchange, pas la partie interface en front, mais sur la partie exchange. Ouais. Bah, donc, en tout cas, je devrais faire plus mes devoirs sur ça, mais j'en ai la conviction. À un moment, c'était juste trop flagrant pour moi. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, donc tout ça pour dire Comex n'est pas russe. J'ai pas identifié la structure derrière. Par contre, on sait que tout ce qui est, c'est ce que j'ai écrit, tout ce qui va être arbitrage et tout en cas de problème, c'est géré par le Centre d'arbitrage international de Hong Kong. Hong Kong qui est rattaché à la Chine. Donc pas très russe tout ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette On n'a pas d'informations sur le montant, sur ce genre de choses. C'est ultra privé, non? Pour le moment, on sait rien, si ce n'est que tous les actifs des clients vont être transférés à Comex, que la transition va durer 1 an. Moi, je trouve ça super bizarre, honnêtement. Bah, pour le moment, on sait rien, sauf que la transition pourquoi Binance abandonnerait un territoire qui est aussi large? C'est pour le récupérer plus tard, mais je comprends pas la stratégie de le récupérer plus tard. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est pourquoi le récupérer plus tard alors que tu vends justement ta filiale russe? Enfin, je n'arrive pas encore à expliquer les raisons véritables derrière cette décision, quoi. Bah regarde, l'accord stipule que la société ne conservera aucune part des revenus post-vente, on parle de Binance, et n'aura aucun droit de rachat sur les activités. Donc c'est vraiment, ça dégage. Et j'ai pas plus d'infos que toi, pour moi c'est politique, mais je peux pas le prouver. Pour moi, on va dans le sens de l'Occident, tout simplement. Je sais pas, parce que Binance, ils opèrent dans des zones au-delà de l'Occident, quoi. Mais actuellement, avec ce pourquoi maintenant alors que pourquoi ils l'ont fait que maintenant alors qu'ils auraient pu le faire bien avant? Et Binance n'opère pas en Chine. Oui. Donc, vraiment zéro? Bah ouais, pas en Chine, pas en Inde non plus, je crois. T'es sûr de ça? Ça m'étonnerait pour l'Inde. Quasi je sais sûr. pas. Ouais. Quasi sûr. Je crois l'Inde, ils ont des exchanges différents. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu sais, on en revient à cette histoire de BRICS, quoi. Tout ce qui est Brésil, Russie, Inde, Chine, tout ça, bah c'est l'opposition à l'Occident et Binance n'y met pas les pieds. En fait. Reste toujours la zone grise, les Émirats Arabes Unis, où là, bah Binance est plutôt copain-copain avec. Oui, ils ont eu leur licence. Je crois que c'est une des premières plateformes qui a été régulée justement à Dubaï. Donc là-dessus, je maîtrise moins, mais je pense que c'est une décision politique. Ouais. Peut-être même que c'est un arrangement par rapport à tout ce qui se passe avec Binance US et tout, je sais pas. Voilà. Hypothèse, on n'en sait rien. On verra. Ensuite, on a Mikhail Egorov, qui est donc le fondateur de Curve. Vous savez qu'il y avait son gros problème de dette qui lui a tenu à la jambe pendant je ne sais pas combien de temps, où c'est parti en sucette, le jeton CRV, il a fondu comme du sucre. On avait peur que Mikhail se fasse liquider et que ça fasse plonger encore plus le jeton CRV. Il a enfin remboursé sa dette. Alors ça a quand même été un sacré épisode, je vais vous le résumer très rapidement. Il a déposé plus de 35 millions de dollars on-chain en token CRV pour pouvoir rembourser sa dette. Et apparemment, il avait une dette initiale de plus de 80 millions de dollars.
Et donc, bah, entre ce qu'il a déposé on-chain et ce qu'il a vendu en OTC, il a réussi à rembourser sa dette. Et dis-toi, même après remboursement de la dette, baisse du jeton et tout, actuellement, il détiendrait plus de 250 millions de jetons servés, soit 130 millions de dollars. Donc, le mec Mais on sait combien il a perdu dans toute cette opération parce que il a dû perdre des sous. Enfin, en tout cas, il a dû perdre des profits qui étaient latents, quoi. J'ai pas l'info. Parce que il a vendu quand même un jeton en OTC, genre bien en dessous du prix actuel. Donc, ça veut dire qu'il a perdu de l'argent sur ça. Et je pense que le fait qu'il rembourse entre grands guillemets que maintenant, c'est parce qu'il avait utilisé l'argent qu'il avait emprunté pour acheter ou pour faire pour peut-être faire des choses dans la TradFi. Et donc, en gros, il a mis du temps à récupérer ses billes pour derrière le rembourser. Mais ça veut dire, enfin, je me demande quelle est la perte réelle pour lui. J'ai pas l'info malheureusement. J'ai pas l'info malheureusement parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que comme tu dis, bah, il y a du jeton CRV qui a bougé de prix à tous les moments. Il y a des moments où il les a réinjectés, revendus en OTC, etc. Donc, je pense qu'on va avoir une info après coup. Il y a quelqu'un qui dit c'est des jetons gratuits pour lui, il perd pas d'argent. Mais en fait, c'est comme si, genre, Elon Musk, il vendait des parts, genre, de Tesla ou de Twitter. Et genre, en mode, il les a vendus, bah, en fait, bah, c'est des jetons gratuits, en fait. Enfin, c'est des actions gratuites, il s'en fout. Bah non, en fait, si ça a de la valeur, c'est que c'est, voilà. Et puis, même s'il les a pas payés initialement, c'est du temps qu'il a mis dedans, et du coup, c'est une moins-value, potentiellement. C'est une moins-value. Enfin, c'est un manque à gagner, disons. Exactement. Mais j'ai pas l'info. Pour le coup, j'ai pas l'info, et de toute façon, son intérêt à court terme, c'était que le CRV reprenne un petit peu des couleurs, et d'ailleurs, c'est le cas. C'est pas fou, hein. Mais par rapport franchement, le CRV, peut-être que je marque le bottom en disant ça, mais après tout ce qui s'est passé, est-ce que j'ai vraiment envie d'y toucher? Ah, ça, va falloir laisser du temps au temps. Mais tu vois, on était allé jusqu'à du 0,37. Là, on est à 0,50. Moi, de mémoire, j'ai quitté le navire autour des 3,60 ou des 2,50, un truc du style. Je me demande, je sais plus si j'étais rentré à 78 centimes, 80 centimes début 2021 ou un peu après, genre peut-être vers les $2. Je crois que j'avais pas fait de perte sur le CRV en tout cas, mais extrêmement déçu de comment le prix s'est comporté. Ah bah ça a pris cher, hein. Et puis là, en fait, ça instaure une sorte d'incertitude. Alors certes, il y a plein de choses qui sont réglées. La DeFi, c'est beau, voilà, ça fonctionne, blablabla, mais bah, sincèrement, quand j'entends des choses comme ça, tu vois, entre les exploits et le fait qu'il y a un Defender qui aurait pu se faire liquider, bon. Et puis ça te montre à quel point il a du pouvoir aussi, hein. Donc c'est probablement une bonne chose quand t'es founder et quand tu vas avoir un impact sur ton produit ou ton service, mais... Ouais, je sais pas trop quoi en penser, n'étant pas un grand mania de la DeFi, mais il a réussi à bien s'en sortir. Après, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, je sais pas. Il est pas à plaindre en tout cas. Ensuite, donc tension entre le Congrès américain et la SEC, lien avec FTX, alors très rapide. Bah tout simplement, comme d'hab, hein, Gary Gensler, SEC, il est pas transparent. Quand on lui pose des questions, il évite un maximum les sujets. Moi j'ai regardé le live, hein. J'ai regardé le live. En gros, il y avait le live qui était sur la chaîne du Congrès américain ou une chaîne officielle, peu importe. C'est un live qui a duré plusieurs heures parce que c'était quand même une audition. Et en gros, l'objectif, c'était un petit peu que lui, en tant que responsable directeur de la SEC, il rende des comptes au Congrès américain. Parce que en fait, la SEC... je sais pas si on pourrait vraiment dire que le Congrès, c'est son big boss, mais en tout cas, la SEC doit respecter des règles qui sont tout simplement instaurées et mises en place par le Congrès et votées par le Congrès américain. Okay. Et en fait, on est arrivé à un stade où genre, j'ai vraiment senti qu'il y avait plein de congressmen, donc des membres du Congrès là-bas, qui en avaient ras-le-bol de lui. C'est-à-dire que j'ai peut-être dû regarder 1 ou 2 heures de séance, quelque chose comme ça, et il s'est fait allumer. Il y avait quasiment rien de négatif. En gros, il juge que par rapport à ses prédécesseurs, il est en retard et il fait pas assez son taf. Donc pas assez de mise en œuvre d'opérations, d'exécution, de règles, d'ajustements, etc. Et ils ont porté un gros coup de marteau sur sa tête quand il était question des cryptos. C'est-à-dire que moi, la sensation que j'ai eue lorsque j'ai écouté cette séance, c'est que les cryptos, et les cryptoactifs, ou voilà, peu importe, étaient vraiment le sujet principal, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a choqué. Parce qu'on se dit tout le temps, oui, mais en fait, les cryptos, c'est secondaire, les cryptos, c'est pas le plus important, dans la TradFi, il y a ci, il y a ça. Oui, ils ont traité d'autres sujets, ils ont traité notamment le sujet par rapport aux heures de trading en fonction de la West Coast et de la East Coast, parce qu'en fonction de la côte sur laquelle t'es, les marchés ferment à des heures différentes et c'était assez pénalisant. Enfin bref, il parlait de choses comme ça, il parlait d'autres choses, mais j'ai l'impression que 60 ou 70% de ce que j'ai regardé, c'est lié aux cryptos. Et moi, ça m'a choqué.
Alors évidemment, dans ce genre de réunion et d'audition, on va surtout parler des problèmes, et donc je suppose que c'est le problème principal, mais quand même, je trouve que ça a pris beaucoup de place, et ça m'a vraiment choqué. Bah, en fait, ouais. je vais te répondre. En fait, c'est logique dans le sens où tu regardes tout ce qui va être du Coinbase, du Solana, des acteurs américains ou Kraken, hein, qui se plaignent qu'il n'y a pas de réglementation claire et que ça avance pas. On en est à un stade où les gens disent l'Europe prend l'ascendant sur l'Amérique sur le sujet En de la termes de crypto. règles, après en termes Ouais. d'acteurs, c'est un autre sujet, hein, mais Bah ouais, mais ça fait migrer de l'acteur. mais Et le gros sujet, tu vois, j'en parlais avec Alex, qui est notre rédacteur en chef. Pourquoi la SEC va blâmer Coinbase en disant globalement vos activités sont illégales sur un certain périmètre, alors que vous avez accepté de lister Coinbase au Nasdaq, ou en tout cas sur les bourses américaines. Donc ça veut dire que la SEC a review leur cas et a autorisé que cette boîte soit cotée publiquement en bourse aux États-Unis. Et puis une fois qu'ils ont estimé le cas et qu'ils les ont listés, ils disent mais en fait ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais en fait pourquoi vous nous avez juste je dit sais pas. ok on peut être coté, et puis derrière vous nous dites que ce qu'on fait c'est n'importe quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu le loup dans la bergerie, que c'est plus foutre de la merde que de choses, franchement. Et j'ai regardé, je crois que le mandat de Gensler c'est 4 ans, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 4 ans, et il a été élu en 2021 de mémoire. Faut que je regarde, mais 2021. Donc ça veut dire que c'est long. Et il y avait vraiment des membres du Congrès, tu vois, pendant la séance, qui étaient dans une dynamique de bah écoute, jusqu'à maintenant, on n'a jamais demandé quasiment la destitution d'un chairman, ou en tout cas d'un directeur de la SEC. En tout cas, c'est très rare. Il parlait de Suponi, je sais pas comment on peut le traduire, de Suponi, Suponia, je sais pas comment on peut l'écrire en français, tu vois. Et il disait bah écoute, jusqu'à maintenant, on n'est jamais arrivé là, mais ce serait quand même assez fou que tu sois le premier dans l'histoire à te retrouver avec ça. Et en fait, le principal argument contre une assignation, ok. Donc le principal argument aussi qui a été sorti par les membres du Congrès, c'est que ces décisions sont arbitraires et sont clairement influencées par les influences que lui, il a eues dans son parcours professionnel. On va y venir. Donc, on va y venir. Tout à fait. Donc déjà, alors... La première partie, c'était effectivement parler du fait qu'il se fait tirer les oreilles parce qu'il est accusé de freiner. Et freiner tout ce qui se passe vis-à-vis des actifs numériques, freiner l'innovation et non pas protéger le consommateur, mais au contraire empêcher le consommateur de profiter de cette innovation. Il est également accusé de ne pas être transparent dans ses liens avec FTX parce que quand il y a eu l'affaire FTX, il y a des documents qui ont été demandés, redemandés. La SEC n'a fait que fournir des documents publics. Elle n'a pas rajouté sur le tapis des documents supplémentaires à se demander s'ils ont des choses à cacher. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même quelque chose d'assez chaud. Et effectivement, la deuxième critique, c'est le lien avec Wall Street et le lobby bancaire, en sachant que Gary, alors on nous a dit dans le chat, il a bien attaqué son mandat en avril 2021 et c'est un mandat de 5 ans. Voilà, c'était pas 4 ans, je me suis trompé, c'est 5 ans. Il n'y a pas de souci. Donc jusqu'à 2026, c'est chaud. C'est 3 ans encore, c'est un cycle. Ouais. Et du coup... carrière de 18 ans chez Goldman Sachs. Hein. Et ils expliquaient, les membres du Congrès, ils lui ont posé la question de est-ce que tu peux affirmer que la majorité de tes revenus sont... en tout cas, tu les as perçus, tu les as touchés au moment où toi, tu travaillais chez Goldman Sachs. Et il a dit, je me suis plutôt bien débrouillé depuis. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le cas. Et donc, en fait, globalement, ce qu'ils expliquent, c'est que pour lui, il a des influences du lobby bancaire qui sont trop importantes sur lui, et qu'il pourrait peut-être jouer une position de, en fait, moi, je suis méga pote avec les mecs de Goldman Sachs, des plus grosses banques, des plus gros trading desks, etc. Et globalement, c'est un petit peu du copinage, ou en tout cas, du copinage peut-être inconscient, en étant gentil. Mais en tout cas, c'est un... Tu vois, nous, on peut penser ça. Mais là, en tout cas, ça a été... Enfin, il y a des membres du Congrès qui ont mis des mots sur ça. Et qui l'ont expliqué dans une audition du directeur de la SEC. Donc, c'est quand même un gros truc. Après, pour peut-être nuancer, ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des auditions comme ça, qui se fait taper sur les doigts et qu'il répond jamais. Et qui fait de la danse du ventre. Donc, je sais pas à quel point ça peut durer. Et est-ce que, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des auditions comme ça tous les 6 mois, tous les 1 an, et que ça change pas. Donc, mais écoute, en tout cas, il y a une vraie prise de conscience du côté du juste pour reprendre du recul, il n'y a pas une émission, on parle pas de ce trou du cul, hein, déjà, pour commencer. C'est quand même important de le noter. Ceux qui sont là souvent, les 90% du chat, il s'est pas passé une émission sans qu'on parle pas de ce mec. C'est te dire à quel point
il est au centre de tout. S'il sautait, ça enverrait un signal de zinzin. Mais en fait, déjà, s'ils sautent, pour moi, s'ils le font sauter, c'est pour approuver les ETF. Enfin, Ouais. plus ou moins. Et Ouais. assouplir les règles. Ou en tout cas, mettre des règles qui sont claires et nettes pour tout le monde. Parce que là, encore une fois, il a même pas été capable de dire que Bitcoin n'était pas une security. Il a même pas voulu l'affirmer. En gros, c'est le directeur du Congrès, ou en tout cas, celui qui était avec la parole principale et qui distribuait un petit peu le temps de parole, qui disait, en fait, genre, tu réponds pas, donc globalement, ce que tu dis que c'est Bitcoin, c'est pas une security. En gros, il a dû tirer sa propre conclusion parce que Gensler ne le disait même pas lui-même. Et donc, le président du Congrès disait à ce moment-là, en tout cas, je sais pas si c'est le président, mais il était en haut la pyramide, du pupitre, quoi, de la pyramide, voilà. Il disait que, du coup, Bitcoin, c'est une community, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que la position sur Bitcoin est claire. Il veut pas être clair, mais pour moi, c'est clair. Je pense pas qu'il y aura de shift par rapport à Bitcoin. Pour ce qui est du reste, là, c'est encore un autre sujet. Et ce qui est ultra étonnant, personnellement, je trouve, c'est que tu vois, la SEC souvent attaquer des petits protocoles, des petites boîtes. Tu vois, ils avaient attaqué Library, LBRY, ils avaient attaqué plein de petits acteurs. C'est très marrant. J'ai l'impression qu'ils attaquent jamais des gros. Alors, ils ont attaqué Coinbase, ils ont attaqué Ripple, mais ils pourraient en attaquer beaucoup plus dans des gros. Donc, des fois, je comprends juste pas. Après, ils ont attaqué Kraken aussi. Hein. Ouais, mais c'était plus limité, c'était juste sur le yield. Et puis, ouais. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire pourquoi on en parle, c'est que il faudrait qu'il saute, hein, le signal est fort, qu'il est assez évident, je pense, qu'il y a une stratégie de temporisation. Et si stratégie de temporisation il y a, retarder l'échéance en fait, ce serait effectivement pour faire gagner du temps au lobby bancaire. Au même titre que, tu vois, en Europe, dans une moindre mesure, parce que c'est des propos que j'ai déjà entendus d'un ancien énarque. Je vous lâche un petit alpha. Moi, quand je bossais chez UPass, j'ai fait beaucoup de réunions avec un ancien énarque qui bosse avec Google, avec le W3C, etc., qui nous expliquait que... voilà, c'est quoi? C'est le Web Consortium C'est ça. Qui nous expliquait que, en fait, déjà, ne serait-ce que sans parler de crypto, tout ce qui était banque en ligne, néobanque et tout, forcément, ça faisait un peu chier le lobby bancaire, et qu'ils étaient clairement pas pressés de leur ouvrir la voie. Qu'est-ce que je veux dire par ouvrir la voie? Juste pour parler du système bancaire. Tu vois, chaque banque a sa base de données clients, ses propres API, ils ont des guichets un petit peu partout dans toute la France. Tu te dirais, ils ont une base de données centralisée, absolument pas. Ils ont une base de données par guichet et ils essaient avec de la bidouille de rassembler le tout. Et quand on a commencé à rentrer vraiment dans l'open banking, ça s'est complexifié. Ce que j'appelle l'open banking, c'est, tu sais, maintenant sur tes applications bancaires ou données aux banques, etc., des fois, tu as un moyen assez facile de te connecter avec ta banque pour pouvoir effectuer un virement sans avoir ajouté manuellement un IBAN, un BIC, etc. Ouais. Et en fait, pour avoir cette simplicité-là, il s'est passé un bordel monstre. Ça a été, ils ont recruté des gens spécialisés en sécurité, cybersécurité, reverse engineering, etc. Reverse le code des banques pour pouvoir en comprendre les API, pour construire des nouvelles API, pour interconnecter les banques entre elles. Bref, un vrai bordel. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Et tu as eu des lois qui sont passées qui exigeaient de la part des banques que ça aille plus vite. Mais ça a été pareil que nous pour les cryptos, tu vois. Les banques avaient obligation d'ouvrir des comptes et compagnie, et tu as vu le temps que ça a mis. Donc là, je pense que c'est une stratégie de temporisation parce que moi, je pense que c'est assez évident que les cryptos vont gagner. Et là, on essaie d'entretenir un système qui est voué à se faire ratiboiser par l'innovation. J'ai peut-être de l'alpha pour vous. Cette semaine, j'ai discuté avec pas mal de VC et notamment un organisme qui finance très largement plein de sociétés en France. Et ce que ces personnes globalement me disaient, c'est que pour lui et pour eux, globalement, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes, mais surtout une personne qui m'a donné un petit peu son feedback, c'est que concrètement, beaucoup de gens attendent l'ETF Bitcoin en spot. Et que pour eux, c'est vraiment ce qui va faire une grosse différence. C'est-à-dire que même chez des acteurs très qualifiés, tu sais, on pourrait s'attendre peut-être qu'ils regardent d'autres choses que nous, mais au final, ils regardent plus ou moins la même chose. Ils disaient que pour que, entre guillemets, les règles soient claires et que on ait des gros sous qui rentrent dans le marché, parce que globalement, aujourd'hui, on a couvert quand même beaucoup de particuliers, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas entendu parler de Bitcoin en France, quoi qu'on en dise, je pense qu'il y en a peut-être 30-40%. Et après, t'as genre le même nombre derrière qui en ont entendu parler et qui en a pas acheté. Et puis derrière, t'as peut-être 10% des gens sur toute la France qui en ont acheté. Globalement, c'est pas des stats qu'on peut appliquer au monde entier, mais je pense qu'on n'est pas non plus super loin. Et donc, il disait qu'il regardait sur tout ça. Et il me disait que d'un point de vue financement aussi, c'était extrêmement compliqué. Dans le sens où il m'expliquait que, en fait,
aux États-Unis, en ce moment, les grosses boîtes en crypto galèrent énormément à lever parce que eux, ils sont sur des séries A, des séries B, des séries C. Et donc, quand ils lèvent des 50, 100 millions, 200 millions, etc. Sauf que c'est des montants qui sont trop importants. Et aujourd'hui, avec les taux, etc., c'est très compliqué. Je suppose qu'il y a beaucoup moins de limited partners qui injectent dans des fonds. Et parce qu'ils injectent moins dans des fonds, bah, du coup, les VC et tous les fonds ont moins d'argent tout simplement à investir. Et donc, ils disaient que c'était très compliqué pour les grosses boîtes de lever aux États-Unis en ce moment, que pour les petites boîtes aux États-Unis c'était plus facile, et par contre qu'en France, pour les petites boîtes c'était compliqué, parce que genre prendre du risque maintenant sur des petites boîtes et tout, c'était compliqué pour les fonds français et européens, mais que sur les grosses boîtes, ou en tout cas les boîtes qui avaient plus de traction et plus de revenus, c'était beaucoup plus facile parce que c'est des montants plus petits que les grosses boîtes aux US, et que c'était des boîtes qui, comment dire, représentaient moins de risques parce que c'était des boîtes qui généraient beaucoup de revenus, etc. Et au final, il m'expliquait que le revenu, c'est tout. Et que le peu de boîtes en crypto qui sont capables de générer du revenu, etc., aujourd'hui, sont celles qui sont en position de force pour lever, et que ces boîtes-là, en tout cas en France et en Europe, arrivent à lever, contrairement aux États-Unis. D'accord. Donc, c'est moi ce qu'on m'a dit. Évidemment à prendre avec des pincettes, et je voulais juste vous en faire part parce que moi je trouvais ça assez intéressant. Ok, ouais, donc encore une fois un contraste là aussi entre l'Amérique et l'Europe. Il me disait que ouais, pour les levées c'était une catastrophe en ce moment. Il m'a dit qu'il avait quasiment jamais vu ça et que pour le coup on était de retour sur les niveaux de levée de 2020 en termes de montant levé au total par tous les acteurs, quoi. Et du coup, bon bah voilà, il y a cette petite actualité, décision de la SEC, encore reporter l'ETF Bitcoin d'ARK Invest. On reporte tous les ETF, tous. C'est quoi, il y en a 7, 8, 9 maintenant? Je sais même pas, en vrai, j'ai même pas cette info, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et on parle de gros acteurs. Comme BlackRock, Fidelity, Ark, Grayscale. Ouais, il y en a plein. Mais ouais, en tout cas, tous repoussés suite au fait que, genre, il y en a un qui s'est fait repousser, ils en ont profité pour tous les repousser. Et ce qui a été aussi dit, alors je sais pas si t'en fais part dans ce contenu qui rapporte l'actu de la semaine, mais apparemment, Gensler a ajouté une condition pour soumettre un ETF spot, ou en tout cas ajouté une étape qui est d'avoir une sorte de commentateur externe et interne qui a un œil critique sur pas mal de choses, notamment sur le fait que Coinbase gère la custody, et donc apparemment ça pourrait encore allonger les délais en fait de réponse et les deadlines auxquels ils doivent répondre et donner l'approbation ou tout simplement rejeter ces ETF en fait. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, excuse-moi, je te coupe, c'est tu te rappelles de la question, je sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui était j'aimerais m'exposer aux cryptos, les risques en moins. Et nous on était en mode bah autant acheter des cryptos. Et en fait, plus j'y pense et plus je me dis qu'il y a une vraie cible pour ça, massive. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent profiter du genre acheter des actions et ne pas avoir à gérer la custody, pirater, quoi. Ouais, pas se faire pirater. Ouais, mais au final, si la boîte dans laquelle tu investis, elle se fait pirater, je suppose que les actions n'iront pas bien. Donc, même si toi, tu as bien géré ta custody, tu seras impacté. Hein. Donc, je sais pas, après, tu peux passer par un prestataire externe qui lui s'occupe. Non, les ETF, c'est vraiment la solution. Parce qu'en fait, si tu as un ETF BlackRock qui passe sur Bitcoin en spot, tu sais que probablement, il n'y aura jamais de couilles sur la custody, en fait. Je pense que... Et puis, je pense que BlackRock se mettrait pas dans une situation où même s'il y avait une couille, il pourrait pas rembourser les clients, tu vois, ou les détenteurs d'une part de l'ETF. Donc, en fait, c'est un peu la certitude que, en fait, les bitcoins que tu achètes, ils sont réels, ils sont backés, etc. Mais là, l'intérêt, en fait, du spot, c'est concrètement que, techniquement, ils sont obligés d'assurer le fait que tu achètes pour un bitcoin via l'ETF spot, eh bien, il y a un réel bitcoin derrière qui le back. Donc, ça veut dire que eux, ils sont obligés d'avoir, en tout cas, d'acheter des bitcoins au marché ou en OTC. Et donc, ça mettrait une vraie pression acheteuse sur le marché spot et non pas le marché des produits dérivés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dérivés, en soi, évidemment, ils ont un gros impact, mais les prix de liquidation et énormément de mécanismes se font autour du prix spot. Donc par exemple le funding, on en parlait avant, le funding ça incite les gens à sur les dérivés à pousser le prix le plus proche possible du prix spot pour que justement le prix soit aligné. De même pour les prix de liquidation. Donc
ce que ça veut dire, c'est que même si tu voulais avoir tous les shorters de la Terre sur les dérivés, s'il y a des gens qui achètent massivement sur le spot, tous les mecs sur les dérivés seront allumés, quoi. Ok. Donc le spot, en fait, c'est le Graal, et c'est ça qui fera la différence. Et quelqu'un qui me dit vente OTC égale faible impact sur les cours, ou même achat OTC, mais après, à partir du moment où genre t'as des institutions qui injectent des centaines de millions ou des milliards de dollars via un ETF spot, ça aura forcément un impact. Je pense pas que... Il y aura une actualité déjà. Mais je regardais la vidéo de Yann Darwin qui avait un œil assez critique et aussi intéressant sur le sujet. Et il disait que le fait qu'il y ait un ETF, c'est positif parce que ça va apporter énormément de demande, mais ça va aussi permettre au marché d'être beaucoup plus liquide. Et s'il est beaucoup plus liquide, est-ce que ça veut dire qu'il est beaucoup plus difficile à faire bouger ? Parce qu'en fait, tu as plus d'acteurs qui se positionnent à l'achat et à la vente. Donc en gros, si t'as un gros acteur qui arrive pour en acheter, peut-être qu'il n'aura pas besoin de bouger ou d'impacter le prix aussi fortement qu'auparavant. Alors qu'auparavant, vu que c'était moins liquide, il suffisait qu'il y ait un gros acteur qui arrive pour fortement impacter les prix. Donc bon, pour l'instant, c'est que de la spéculation. On n'a pas de TF spot qui a été validé. On n'a pas des énormes institutions qui achètent déjà en spot via des ETF et qui impactent les marchés sous nos yeux. Mais voilà, en tout cas, ce qui pourrait se profiler est de la nourriture pour vos petits cerveaux et nourrir du coup toutes ces réflexions passives. Je pense que ça a bougé, tôt ou tard ça a bougé. Là, le petit est affectueux, hein. Je dis pas que vous avez des petits cerveaux, je dis que souvent quand c'est petit c'est mignon. Donc, on a de l'ETF qui peut arriver, on a du halving qui peut arriver, on a MicroStrategy qui continue d'accumuler, qui s'en bat les steaks, ça bouge, et puis côté alt, on voit du nouveau. Je pense que là, on est en train de préparer de belles choses. En tout cas, je me rassure en tant que permabull officiel sur le marché des crypto-monnaies. Quelqu'un qui pose une question, désolé de la question débutant, mais si tu achètes un ETF Bitcoin, tu es obligé d'acheter des BTC entiers, genre tu peux pas acheter 0.5 Bitcoin par exemple via l'ETF. En gros, je crois que c'est des système de lot, donc genre un contrat de l'ETF ça représente 1 bitcoin ou 5 bitcoins, etc. Et chaque ETF est différent, donc faudrait regarder les spécifications de l'ETF. Mais t'as peut-être par exemple un ETF où c'est 0,001 bitcoin, tu vois. Je sais pas, à voir, j'ai pas envie de te dire de la merde, mais en tout cas, je suis quasiment certain que ça change entre chaque ETF et que je pourrais pas te répondre davantage. Mais je pense qu'il y aura des trucs pour des 500 balles ou 1000 balles de budget, ça me semblerait logique. On verra. Ouais, je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, ça permet aux gros institutionnels de ramener en fait un Bitcoin dans pas mal de produits d'assurance vie, de choses comme ça, tu vois. Vu que c'est bien encadré, etc., ça pourrait être intégré dans plein de produits variés dans lesquels en fait les particuliers mettent de l'argent parce que en fait aujourd'hui des gens qui achètent des assurances, enfin qui mettent de l'argent dans des assurances vie, la plupart ils savent même pas genre comment l'argent est injecté derrière, tu vois. Ouais, comment l'argent donc travaille, est-ce que vous le savez, tu vois. Et c'est assez marrant parce que des fois il y a un petit peu des conflits d'intérêts et des gens qui disent ok, moi je mets mon argent dans une assurance vie, blablabla, et puis ils se rendent compte qu'au final ils spéculent sur des trucs qui sont pas forcément alignés avec leur éthique, leurs valeurs, etc. Ouais, donc, déjà il y a ça, et puis il y a aussi on te propose des taux fixes ou des taux variables et tu te fais niquer sur les taux variables. Il y a tellement de choses et faut s'y intéresser. C'est vraiment très complexe. Celsius en route vers la résolution de sa faillite, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Résolution de faillite plus plan de réorganisation. Là on a un CEO partiel qui a fait un petit discours pour dire que les choses allaient évoluer, qu'il pourrait relancer l'activité. Ce qu'il faut en retenir, c'est que apparemment 95% des créanciers ont validé le nouveau plan qui a été proposé, et qu'il serait question de 67 à 85% des avoirs rendus aux créanciers. Donc ils ne seront pas totalement remboursés, mais ils ne repartent pas non plus totalement à poil. Donc si ça peut se régler rapidement, ça aurait pu être pire, c'est ça que tu veux dire. Ouais, parce qu'apparemment il y a eu aussi il y a eu aussi un gros règlement entre Celsius et le gouvernement américain, et j'imagine aussi que tout ce qui a été compliance et compagnie, ça a dû faire un gros trou dans les caisses, comme d'hab, hein. Faut bien les engraisser, tous ces avocats, ces fiscalistes et compagnie. Bref. Peut-être pour rebondir sur ça, du coup, je crois que c'est pas intégré dans l'article, mais il y a les claims FTX qui sont... Enfin, en tout cas, vous deviez soumettre votre claim FTX au plus tard le 29 septembre. Donc, cette date est passée. Si vous n'avez pas réussi à soumettre votre claim... pour autant, soumettre votre claim ne veut pas dire être KYC, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un KYC validé pour avoir une claim validée. Donc en gros, le plus important, c'était de soumettre sa claim, et puis après, tout le processus de KYC et la suite pourront se faire sur les semaines et les mois qui arrivent. De ce que moi j'ai compris. Personnellement, même moi,
mon KYC est en attente. Alors que j'étais KYC sur la plateforme, moi on m'a demandé de prouver mes sources de revenus, on m'a demandé des relevés, on m'a demandé plein de trucs. Je les ai donnés, ils m'ont dit en 20 minutes c'est validé, et 20 minutes après, rien, et puis 2 jours après, rien, et toujours en attente. Donc, donc je pense que c'est la situation auquel certains se confrontent aussi. Sachez qu'à partir du moment où vous avez votre claim qui est validé et qui est trouvable normalement par l'Explorer Crawl, donc il y a le site Restructuring Crawl pour FTX, à partir du moment où vous êtes en capacité de trouver votre claim, normalement tout devrait être bon. Vous devez aussi savoir que sur ce portail, vous pouvez regarder si votre claim y est. Vous pouvez vérifier si votre claim y est à partir de plusieurs informations. Il y a le schedule ID, il y a le claim ID, il y a pas mal d'ID comme ça. Donc il faut bien regarder dans les filtres pour chercher pour indiquer la bonne donnée dans le bon champ. Autrement, il y a de bonnes chances que vous trouviez pas votre claim alors qu'elle y est peut-être. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Je suis allé sur mobile, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit bouton qui était paramètres avancés dans lesquels tu devais mettre, tu pouvais remplir certains champs spécifiques avec des ID pour trouver ma claim ou tes claims. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire. Moi j'ai tout laissé. J'ai même pas réussi. C'est 3 miettes de Tron. J'ai foutu la paix. Il y avait rien, moi, sur mon FTX, de toute façon. Ok. Lancement retardé de l'euro numérique, très rapide. Christine Lagarde nous a dit qu'il y en a pour au moins 2 ans pour la monnaie numérique de banque centrale. Donc ça veut dire qu'il y en a pour 5 ans. Plutôt bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Pour rappel, la monnaie numérique de banque centrale, c'est dire une monnaie électronique qui est émise directement par la banque centrale, de la même façon qu'aujourd'hui vos billets sont émis par la banque centrale. Les pièces sont, elles, émises par des banques centrales locales comme la Banque de France, etc. Et il est question, le sujet principal, c'est la vie privée, puisque la BCE n'arrive pas à trouver où placer le curseur en termes de vie privée pour les utilisateurs. Ça pose problème pour les gens directement dans la Banque Centrale Européenne. Et tant qu'ils ne trouveront pas où placer le curseur, c'est pas prêt d'avancer, en sachant que on va pas se mentir. Moi, mon côté complotiste, c'est ils vont tuer le cash et ils vont essayer de nous imposer ça. Mais à chaque fois que j'en parle à des tontons, des tatas, des potes dans des bars et tout, machin, ils me disent jamais de la vie je lâche le cash, jamais ils arriveront à me faire croire qu'on n'a pas besoin de cash. Et ça, c'est plutôt rassurant. Le cash n'est pas prêt de canner dans la tête des gens. Ouais. Moi, mon opinion personnelle, c'est que... En fait, c'est une question de génération, je vais être pessimiste, mais tous ces gens, ils vont canner un jour. Et le jour où ces gens seront morts, tu vas arriver avec des personnes qui sont nées et qui avaient TikTok directement dans les mains, qui payent tout en ligne. Ces gens-là n'auront quasiment pas connu le cash, tu vois, comme des gens n'ont jamais connu le franc, comme des gens... Tu vois ce que je veux dire ? Alors après, pour moi, ça peut se... Enfin, moi, je suis pro-cash, dans le sens où j'aime avoir du cash, j'aime avoir des espèces, et tout ce qui est numérique, c'est bien, mais voilà, si j'ai envie de te filer un billet de 5 euros, j'ai pas envie que nécessairement tout le monde le sache. Si j'ai envie d'aller dans un magasin et acheter pour 20 euros en cash, je sais pas, un téléphone, ou des drogues, ou peu importe, j'ai envie d'être tranquille et éviter que mon banquier le sache. Si j'ai envie d'aller au casino sans que j'ai mon banquier qui m'appelle juste derrière, voilà. Donc, en vrai, le cash a une vraie utilité, et pour moi, c'est clair que, moi, j'aimerais qu'on le garde. Mais il faut être réaliste. Alors, je le suis et je vais te couper. Nous, on travaille derrière des ordinateurs. Toi, t'es parisien. Moi, je suis campagnard de base. Et le nombre incalculable de potes qui sont dans le bâtiment, dans la restauration, dans ci, dans ça, c'est du cash. On va pas se mentir. Ouais, mais ça change. Parce que maintenant, ils ont des caisses automatiques. Et ils sont quasiment obligés, pour certains, d'avoir des caisses numériques et des caisses qui respectent certains standards. Pour éviter ça. Non, mais évidemment, mais c'est comme les compteurs électroniques, tu vois. Oui, mais c'est progressif. C'est-à-dire que il y a 5 ans, il n'y en avait pas, ou il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de commerçants qui sont obligés d'avoir des caisses qui respectent des standards, etc. C'est leurs fournisseurs qui doivent respecter des standards, d'ailleurs. Et évidemment, si tu veux tricher, tu peux tricher. Et si tu veux prendre du cash ou prendre de l'argent au black, d'une certaine manière, comme on dit. C'est ça. Non, mais voilà. c'est ça. Mais voilà, les caisses sont réglementaires, mais rien t'oblige de l'utiliser. Je pense que personnellement, c'est le genre de choses qui peuvent changer. Ça peut, mais je te dis justement que pour le moment, ça me fait quand même plaisir d'entendre qu'il y a un paquet de gens qui vont faire lobby. Alors on nous expliquera, c'est sûr, dans les quartiers défavorisés, ça trafique la drogue, machin. Mais tu vois, c'est pas que ça. C'est clairement pas que ça. Ah, mais ils vont
sortir ces arguments-là, et puis les gens ils vont dire, de toute façon, nous on n'a rien à cacher, on s'en fout, et puis Ouais, ça va oui, se faire, et puis oui, voilà. les petits golems parisiens, bien sûr. Mais dans les campagnes, c'est pas pareil. Dans les campagnes, c'est clairement pas En pareil. vrai, Je vois. je connais pas assez bien tout ce qui se passe en dehors de Paris. Non, mais je voilà, pourrais- c'est que c'est trop dur pour beaucoup de business de joindre les deux bouts si tu déclarais absolument tout le cash que tu fais rentrer dans ta caisse. C'est ça la vérité. Je vous fais pas l'apologie du bypass de l'impôt. C'est pas le but de cette émission. C'est juste qu'on va pas se mentir. Tout le monde sait ça. Les épiceries, les bars, les kebabs, les chichas, tout ce que tu veux. Tout le monde sait qu'il y a une grosse partie du cash qui est pas déclarée. Et ça sert entre parenthèses un peu à ça. Et dès que tu vas un peu plus à l'est, en Europe, c'est encore pire. Quand tu vas en Pologne, quand tu vas en Ah, Allemagne. clairement. C'est que du cash. C'est limite, tu leur montres une CB, ils te crachent à la gueule, les mecs. Donc, Moi, je suis allé aux Philippines. Arrestation en direct du youtubeur BitBoy, tension et controverse. Alors, BitBoy, pour ceux qui connaissent pas cet énergumène, c'est un très grand créateur de contenu américain. Alors, je dis pas grand dans le sens où je le respecte, c'est juste qu'il fait beaucoup d'audimat. On se pose comment c'est possible. Mais c'est. Voilà, je vais envoyer un petit peu de racisme complexé. Non, je rigole. Mais c'est vrai que les Américains, t'as plein de youtubeurs qui sont vraiment shady. Tu sais pas d'où ils sortent cet audimat. Lui, il en fait partie. Il a envoyé des gens sur des altcoins pourris. Il aime trop les caméras. Lui, s'il pouvait scotcher un satellite sur sa tête, il pourrait. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est allé, en gros, pour vous résumer l'histoire, donc il a été. Quelqu'un dans le chat qui dit c'est du fake. Franchement, je sais pas. C'est possible que ce soit du fake. Il y a un vrai mugshot et tout, je crois. Enfin, les mugshots, c'est les photos qu'on prend de toi quand tu te fais arrêter et tout. Et... Ouais, non, mais il y a moyen qu'il y ait une petite mise en scène parce qu'il aime trop les caméras. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que il bossait chez Hit Network. Il s'est fait dégager. La justification. Il se fait dégager de sa propre chaîne YouTube. Hein. Ouais, en gros, on a dit la justification, c'est qu'il gérait mal son argent et qu'il prenait des substances. Et quand tu vois certains lives, je pense qu'il devait s'envoyer des potos de CC, frérot. Je peux te garantir qu'il faisait des Paris-Dakar, lui, tension. Hein. Bref. Et le mec est complètement fou. Le mec est complètement fou. Et donc là, encore pour les caméras, il a fait un premier tweet pour dire ouais les gars, je vais vous régaler aujourd'hui, restez connectés et tout. Il s'est pointé du coup devant la résidence de Carlos Diaz, qui gère aussi Hit Network visiblement. Il l'a d'abord accusé d'être en lien avec la mafia de Houston. Le gars, Carlos Diaz, il a appelé les flics, il n'a pas cherché à comprendre. Au bout de 19 minutes, les flics ils sont arrivés, ils ont ramassé BitBoy. BitBoy, il a vu les flics, il a même pas fait le cowboy. Il a dit ok, si jamais j'ai une arme à feu dans ma bagnole là-bas, voilà, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Ils ont dit ok, hop, ça a coupé le stream et fin de l'histoire. Et après, il est resté en moins de 24 heures et le lendemain, il était reparti sur Twitter en mode ouais les gars, je me suis fait monter là, mais je m'en bats les couilles et tout. Il est reparti, il s'en bat les couilles. Il aime trop les caméras. Il a eu ce qu'il voulait, il a eu son petit buzz et c'était pareil avec FTX et compagnie. Donc voilà pour notre histoire avec BitBoy, un sacré énergumène. Il n'est pas prêt de disparaître. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, il s'est fait gicler de sa boîte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en gros, sa chaîne YouTube appartient à une entreprise qui est justement Hit Network et dont lui, il avait le ownership, c'est-à-dire via cette boîte, il devait être dans cette boîte et il devait justement avoir la capacité de gérer cette chaîne YouTube. Et en gros, ils ont vu que ça dérapait, ils lui ont dit allez dégage et puis voilà quoi. Ah, ils ont rename sa chaîne carrément. Wow. Ok. Oh, putain, 139 abonnés. What the fuck, frère. Et je remonte un peu. Voilà, on a bien la gueule de Big Boy avant. Donc, il suce quand même les vues glissantes de toutes ces vidéos. Ouais, mais maintenant, c'est grave hein, le nombre de vues qu'ils font. C'est minuscule, je crois. Ah bah oui, de toute façon, il leur faut leur The KR 78 américain, sinon ils font pas de vues. Hein. Voilà, ça c'était petit acte glissant. Moi, je vous propose de parler rapidement du cas Celestia. Le cas Celestia. Alors, on a un site qui nous annonce qu'on peut être potentiellement éligible à un airdrop de crypto-monnaie TIA, qui est le jeton de Celestia. Est-ce qu'on était premier sur l'info sur la date la semaine dernière? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlaient, je crois. Hein. Si? Je sais pas. J'ai envie de dire que oui, ça fera du bien à mon ego. Mais sinon, donc, vous pouvez checker vous-même sur ce site genesis.celestien.org si vous êtes éligible. Alors, il y avait plusieurs plans d'éligibilité. Il y avait, vous avez contribué au GitHub de Celestia, je crois qu'il fallait faire 4 pushs. Si vous aviez staké du Atom, si vous avez staké du Osmosis, si vous aviez fait des transactions, bref, si vous avez fait des trucs sur Atom, essayez de connecter votre wallet Kepler, ça peut valoir le coup. Si vous avez fait joujou avec des roll-ups sur l'écosystème Ethereum des Layer 2, vous pouvez essayer d'y connecter votre MetaMask. Vous cherchez, ça vous dit si vous êtes éligible ou non. Moi, je ne le suis pas, mais je vous montre juste. Voilà, tu connectes ton truc, il n'y a pas d'histoire de piratage. Hein. On a fait un article sur le sujet, je le mets quand même dans le chat.
je te laisse le mettre. Ils sont très forts dans le chat. Et du coup, voilà, ça vous dit si vous êtes éligible ou pas. Vous pouvez aussi déposer directement votre adresse ici. Donc, je vous mets aussi ça dans le chat. Et si vous nous écoutez sur YouTube, bon, bah, ça se passe en description, bien entendu. L'airdrop est pas gigantesque. Hein. On est entre 60 jetons et je crois 109 jetons. On ne sait pas encore le prix exact du jeton, mais je vous propose tout de suite de reprendre ma petite estimation de où je vois où va se situer le prix du jeton. Alors déjà, première chose à savoir, en ce moment, c'est un petit peu la méta avec Darkemy, qui d'autres, Iril, etc., de critiquer les tokenomics claqués, qui est une très bonne chose. Franchement, c'est une très bonne chose. Si vous aimez les tokenomics claqués, je vous propose celle de Celestia tout de suite. Où on a donc un airdrop Genesis qui représente 7,4%. On aura donc d'autres initiatives, donc potentiellement des airdrops après coup. Ensuite, on a 40% pour les devs, mais aussi encore 17% pour des core contributors. Future Development, je sais pas si c'est pour les devs, je pense que ça peut être aussi du marketing et tout, non? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des devs, ça peut être des initiatives. C'est pour financer l'avenir de Celestia et... Des grands, etc. Voilà. Et regarde, après, tu as encore... Early Backer Seed, Early Backer Serie A, Serie machin, on est à 20 plus 16%, on est à 36%. T'as quasiment aucun jeton pour la populace, quoi. On fait une Solana bis. T'as 36% ou 35% des jetons pour les investisseurs. T'as 17,6% pour les core contributors, donc je suppose c'est les gens qui sont impliqués au début dans le développement du projet. 7,4% pour le public, avec 12,5% qui arrivera avec d'autres, enfin 12,6% qui arriveront avec d'autres initiatives. Est-ce que ça va être d'autres airdrops? Est-ce que ça va être d'autres choses? Je sais pas le détail là. On voit, et ouais. Donc ça fait beaucoup. Après, il faut voir le vesting en fait de tous ces jetons là. Est-ce que ces jetons vont être émis ou disponibles assez rapidement pour les insiders, ou etc. Enfin, en fait, tout est une question de timing en fait, parce que bon, là clairement on voit que les investisseurs et les insiders sont très clairement avantagés, et j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Ça a l'air aberrant quand même. Mais il faut aussi voir à quelle vitesse en fait ces jetons vont être disponibles ou émis, parce que c'est ça qui en soi nous permet un petit peu de timer les pressions vendeuses qu'il peut y avoir, parce que quoi qu'on en dise, à partir du moment où il y a un jeton qui est émis ou disponible pour un investisseur ou un acteur, c'est un jeton potentiellement qui peut être vendu. Oui, alors tu peux me mettre en évidence le commentaire de Mike, ça n'a pas empêché Solana de Moon, etc. S'il te plaît, je vais répondre. Alors, tu me dis quand c'est bon, je pense que c'est bon. Il faut bien comprendre un truc, c'est que tout ce qui est Solana, Avalanche, NIR Protocol et j'en passe, ça a levé des fonds avant le bull run de 2021, à une époque où vraiment les capitalisations avaient fondu comme du sucre, c'est-à-dire qu'ils avaient levé entre 3 et 10 millions. Entre 3 et 10 millions avec un prix de jeton qui était extrêmement bas à l'époque. Il y a donc effectivement fait un super multiplicateur depuis le prix de jeton ultra bas. Mais là, on est dans une période où on s'est mangé un beer long, mais les capitalisation pour rentrer en site dans les projets, c'est une dinguerie. J'en parlais avec Ponzi, je vais pas donner des noms de projets en particulier, mais les gars, ils essaient de lever des fonds, ils veulent déjà faire un braquage. C'est-à-dire que ça arrive sur les marchés, c'est déjà des capitalisations qui sont complètement mirobolantes. Là, en l'occurrence, Celestia, c'est n'importe quoi. Mais Sari pense qu'on va avoir une fully diluted value d'office au lancement de Celestia de 2,75 milliards de dollars, tu vois. 2,75 milliards de FDV, c'est... On peut pas trop comparer les FDV, parce qu'au final, t'as des fully diluted... c'est quoi, FDV, c'est fully diluted value. Ouais, je sais pas, le V, je sais pas pourquoi c'est... Mais... Bref, en tout cas, si on prenait tous les jetons... Valuation, exactement. Si on prenait tous les jetons émis, je sais pas, d'ici 10 ou 20 ans, et qu'on prenait le prix actuel, ça nous permettrait d'avoir genre la fully diluted valuation. Mais au final, t'as des projets genre DYDX par exemple, il y a une toute petite circulating supply et beaucoup de jetons qui n'ont pas encore été émis, et du coup en fait t'as une circulating supply, une capitalisation de la circulating supply qui est relativement faible, mais la fully diluted est assez importante, et inversement t'as aussi d'autres exemples. Donc en vrai, comparer les fully diluted, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Alors de sûr, on aura du coup 7,4% des 1 milliard de jetons qui vont être émis. Donc on est sûr que si on est sur je pense que ça va se passer comme ça. On va avoir un jeton aux alentours des 1 $, avec un max supply de 1 milliard. Donc c'est toujours ça la stratégie, c'est de sortir très peu de jetons au début, pour faire en sorte qu'il y ait très peu de jetons qui puissent être dump. Du coup, les gens sont rassurés, etc. Et au fur et à mesure, t'émets des jetons.
Et les gens, dans leur tête, ils se sont dit, je sais pas, genre 2-3 $, ah, c'est ok, c'est le prix Celestia. Et au final, le prix tombe parce que t'as plein de jetons qui sont émis et que, au fur et à mesure, les investisseurs commencent à prendre des profits. Et on peut pas les blâmer, ces investisseurs, de prendre des profits d'une certaine manière. Parce que imaginez-vous, vous avez eu l'occasion d'investir, je sais pas, dans Celestia, il y a 1 an, ou il y a 1 an et demi, je sais pas, donc en 2022. Et on arrive en 2024 ou 2025, et on dit, écoute frérot, maintenant ton investissement est disponible, donc l'investissement en jetons, on te donne les jetons maintenant, tu peux en faire ce que tu veux, juste on a une boucle infinie, ouais. Et donc maintenant tu peux les vendre, et en fait les jetons ils sont à un prix qui est 50 fois supérieur au prix auquel tu as investi. Mais logique que l'investisseur il va prendre des profits, c'est normal. À quel moment tu vas pas prendre des profits quand tu es en x50, même si tu es en x20 ou x30 quand tu es dans des conditions difficiles et que tu sais que le cash te rapporte 5% à l'année. Bien sûr tu vas prendre des profits. Donc à qui est la faute? Moi personnellement je blâme pas les VC parce qu'au final ils ont l'opportunité d'investir tôt, etc. Moi je pense que c'est plutôt le projet qui a blâmé dans la répartition, la distribution, le temps de log, de verrouillage des jetons, etc. quoi. En fait, on a normalisé une méta où si le projet il est hype, il est beau, il faut absolument qu'il pop dans le top 100 au lancement. Et donc, ce qui se passe. Après, Celestia, c'est aussi un gros projet. Et du coup, je pense qu'ils le comparent à des Suites, des Aptos, des trucs comme ça. Et Cosmos, et du coup ils disent ok, la capitalisation de Cosmos c'est ça, nous on pense qu'on peut être devant Cosmos, en étant pessimiste on va avoir 30% de la capitalisation de Cosmos, et du coup ça nous fait une valo à temps, tu vois. Donc, c'est ça qui va se passer. Mais attends, mais là du coup ce que tu dis c'est que Messari, leur bête c'est que la folie dilutive soit plus grosse que celle de Cosmos. Non, parce que Cosmos là c'est pas la folie dilutive. Ouais, parce qu'il y a pas de... Enfin, Cosmos, il n'y a pas un nombre de jetons maximum, quoi. Ouais, en plus de ça, il n'y a pas de jetons maximum. Ils se sont pas mis d'accord sur l'inflation d'ailleurs, avec Atom 2.0, etc. Mais ouais, en fait, après, regarde, je montrais justement les exemples récents. Qu'est-ce qui nous a mis un petit peu de grain à moudre sur ce bear? C'était Sui et Aptos. Sui, on est sur un FDV là, de 4,8 milliards. Aptos, on est sur un FDV de 5,8 milliards. Donc 2 fois plus en fait. 2 fois plus. D'ailleurs, j'ai long Sui et e-pump. Voilà, quel bonheur. Bah, magnifique, magnifique. Et du coup, voilà, le but, c'est d'aller se propulser, je pense, entre Sui et Aptos en termes de capitalisation. Donc, la logique voudrait, je ne suis pas devin, pas conseiller en investissement, je m'étais permis de le faire sur Sui, je m'étais pas loupé, c'est que la logique voudrait que ça soit très fortement capitalisé au début, par effet FOMO, par effet VC qui va essayer d'avoir le jeton le plus haut possible pour vous dumper à la gueule au début. Comme Aptos, comme Sui, voilà, comme tous les jetons qui sortent en bear market avec des airdrops. Effet airdrop, donc ça va fondre comme du sucre pendant quelques semaines et après ça va trouver un prix, un fair price. Moi, si j'avais des jetons Celestia, ce que je ferais, c'est que je dumperais probablement, je sais pas, 30% ou 50%. Je garderais le reste en mode on verra. Et puis, une fois que je vois le prix consolidé à un bon endroit, si j'avais sorti 50%, à ce moment-là, si je voulais vraiment m'investir sur Celestia, j'utilise les 50% que j'ai sortis pour réinvestir dans le projet. Ou sinon, juste je m'en fous et je passe à un autre projet. Mais je pense que ne pas take profit, c'est assez bête, sachant que les valos ont souvent tendance à être hautes et après dégueuler. Dans tous les cas, ça vous donne du temps. Les scénarios où genre le jeton sort après un airdrop et il maintient sa valeur en bear market. Bonne chance. J'en connais très peu. Regarde, Arbitrum, ça part dumper. Il y a une petite poussée et là, ça fond progressivement. Arbitrum. Ça se maintient, quoi. Arbitrum, je pense, c'est le bon élève, quoi. Après, attention. Différence, c'est qu'Arbitrum, c'est seulement un jeton de gouvernance. Optimism aussi. Tandis que Sui, Aptos et Celestia, c'est aussi des gas tokens. Alors, juste, il y a quelqu'un qui me dit tous les VC sont lock pendant 1 an. Alors oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est, imaginons, je sais pas, j'utilise des chiffres aberrants, juste pour qu'on fasse un exemple qui est simple. Je suis un VC, j'ai investi $1 million pour 1 million de jetons à $1 le jeton. Le jeton, il arrive à $10, mais moi, mes 1 million de jetons, ils sont toujours verrouillés, je peux rien en faire. Donc en gros, j'ai 9 millions de profils latents, ok ? C'est un exemple comme un autre. Si derrière, on a Celestia qui est listé sur Bybit, sur Binance, sur BitGet, sur toutes les plateformes SAN et non-SAN, et que tu es en capacité de shorter, tu peux très bien shorter, je dirais pas 100% de ton bag, mais imaginons toi tu voulais prendre 5 ou 10% de tes profits, tu peux shorter sur les futurs 5 ou 10%, donc ça te fait, je sais pas, un short à $500 000 ou $1 million. Bon, après c'est des fonds, je sais pas si les fonds font réellement ça, moi de ce qu'on m'a dit, ils le font pas vraiment, mais ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent dans certains cas, pour t'assurer un x10, et donc en fait ce que ça voudrait dire c'est que même s'ils peuvent pas dumper leurs jetons sur le spot, en fait ils peuvent tout simplement
couvrir leur profit en shortant l'équivalent des profits qu'ils voulaient prendre donc sur les dérivés. Et donc, les dérivés ont aussi un certain impact sur le marché spot. Parce que si tu as les dérivés qui s'effondrent, le spot, il va tenir, mais au bout d'un moment, il tiendra pas non plus indéfiniment parce que ça montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent le vendre, à part s'il y a vraiment une énorme force sur le spot. Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, leurs jetons sont verrouillés, mais qu'est-ce qui les interdit de se couvrir et de, je sais pas, couvrir les 2%, 5%, 10% de leur position sur les dérivés. Et ça peut avoir un vrai impact sur le prix. Donc, c'est pour ça que, oui, ils sont verrouillés, mais il faut prendre en compte que sur les jetons qui sont très liquides, qui ont du volume, etc., prendre des positions de 500 000 $, 1 million de $, etc., c'est pas aberrant, quoi. Enfin, surtout quand tu as des volumes qui sont à 50, 100 millions, 200 millions la journée. Après, évidemment, eux, ça leur coûte des sous, parce que souvent, le funding est très négatif, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui shortent, et donc les shorters payent les acheteurs pour maintenir leur position short, mais même s'ils payent 20 ou 30% ou 40% de frais à l'année sur cette position, ce qui est beaucoup, hein, mais même s'ils payent ça leur aura permis de se couvrir au moins une partie. Et dans des conditions comme celles qu'on vit actuellement, où il y a beaucoup d'incertitudes et le cash est important, je pense que certains sont prêts à prendre ce pari-là, de se couvrir au moins. Attends, je peux fermer. Alors, je sais pas si vous avez compris là où je voulais en venir. Moi, oui, mais c'est parce que tu leur expliques le principe de hedging qui est pas forcément évident pour tout le monde, et ça, tu l'as évoqué dans des vidéos et tout. C'est du hedging, tout simplement. Je me permets de répondre à K9. Celestia, c'est la mode cette année. Dans 2 ans, ce sera autre chose. Ouvrez les yeux. Mode ou pas, on s'en bat les couilles. Moi, Celestia, je suis pas marié avec le fondateur. Moi, je veux juste gagner des sous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, Léo, il est trader investisseur. Moi, je suis investisseur. S'il faut que j'achète du Dogecoin pour gagner des sous, j'achète des Dogecoins pour gagner des sous. Et ça ne m'empêche pas d'avoir du respect pour Bitcoin, pour Ethereum, d'avoir du respect pour ce marché, qui fait ce marché, etc. Mais à un moment donné, quand tu investis dans quelque chose, et ça, je le dis surtout pour les gens qui démarrent dans les cryptos, vous n'êtes pas amoureux de votre jeton. Hein. Vous êtes là, quand vous investissez, c'est pour gagner des sous. Hein. Et tout le monde est amoureux de son jeton, à part quand t'as 1 ou 2 cycles dans les pattes. Hein. C'est toujours comme ça. Parce que j'ai déjà lu maintes et maintes fois, et ça, je vous le dis, je me permets de vous le dire, c'est une connerie. Moi, j'achète un truc parce que je crois au projet. Oui, mais tu crois au projet parce que ça te rassure dans ton investissement pour gagner des sous. T'achètes pas le truc parce que tu penses que ça va faire du bien au monde entier. Mais tu vas pour gagner de l'argent et ensuite tu tombes amoureux parce que tu perds de l'argent et que t'as envie de te rassurer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Non, mais c'est important. On connaît, hein. On m'avait airdrop 80K de Ape, j'en avais fait plusieurs centaines de cas et j'ai tout dump ici, j'en ai plus retouché. Ici, je cherchais des setups, j'en ai pas trouvé. Ici, on avait l'occasion de staker nos mutants et nos bored ape et nos kennels pour recevoir des apes. Je l'ai pas fait parce que j'avais aucune conviction dans le fait que le jeton tienne. Parce que certes, t'as des récompenses et t'as un yield, mais si derrière, ça te force à locker des jetons qui perdent en valeur, quel est l'intérêt pour moi de le faire? Enfin, mes récompenses vont être payées en ape, donc au fur et à mesure que le prix baisse, mes récompenses perdent en valeur. Et en plus derrière ça, je dois verrouiller des apes pour justement pouvoir toucher ce yield et être éligible à ce yield. Donc j'ai une double exposition au ape. Alors moi personnellement, j'aurais pu shorter par exemple sur les futures et garantir ce yield et ces récompenses en dollars. Parce que si je shortais l'équivalent de ma position en Ape et les récompenses que je touchais sur Ape USD, sur Binance, peu importe, j'aurais pu neutraliser ma position et donc m'assurer des profits en dollars et non pas en ApeCoin. Mais moi, personnellement, je voyais pas l'intérêt de mettre, entre grands guillemets, d'immobiliser entre guillemets du capital pour toucher un yield qui me semble pas fou, et alors que mon capital pourrait être investi sur d'autres choses et faire des quick flips, des plays, etc. Et au final, c'est ce qui m'a fait gagner de l'argent sur ces 2-3 derniers mois. Tu vois. Donc moi personnellement, le Ape, j'en suis pas amoureux. Je le surveille, il s'est cassé la gueule, et le fait qu'il soit cassé la gueule, ça me fait ni chaud ni froid, vu que j'ai pas de jetons Ape. Après, évidemment, j'aimerais que le Ape se porte bien, parce que je pense que ça permet aussi de mesurer d'une certaine manière la santé de l'écosystème Yuga Labs, etc. Mais de toute manière, vu la gueule des tokenomics sur le Ape, pour moi, c'est pas une grande surprise que le truc se casse la gueule. Donc voilà, petite mise au point sur ma position sur Ape.
Je laisse Ça fait très reprendre. longtemps que je fais du Fonda Actu, donc je vais faire très très vite sur les dernières choses que j'avais en mémoire pour qu'on puisse enchaîner sur la T. Alors déjà, j'ai vu passer cette info. Charles Dossi, donc qui est, on va dire, CEO de la Foundation DYDX, a présenté DYDX et les avancements à quelques semaines de la version 4. On savait pas ça. Donc apparemment, la V4 Mainnet, c'est pour dans quelques semaines. Et d'ailleurs, Ça veut tout dire quelques semaines après. Hein. ouais, ça veut tout rien dire. Mais je tiens juste à signaler que mon ami Abdel, à l'époque, me disait « Tu vas voir la V4, elle est pas prête d'arriver, je suis même prêt à parier qu'elle sortira pas en 2023. » Il m'a dit ça en début d'année. Hein. Il s'est pas loupé. Non, en vrai, je pense que ça sortira vraiment en 2023, moi. Moi, je pense que ça sortira en 2023. Et je dis ça, j'ai un t-shirt DYDX. Donc, full disclaimer, je travaille avec DYDX. On bosse avec DYDX. Et le fait de travailler avec DYDX, ça me permet aussi d'avoir un lien privilégié avec eux et aussi d'échanger un petit peu sur ce qui se passe, etc. Donc, moi, de ce que j'ai compris, ça devrait arriver soon parce qu'il y a eu quand même le testnet, ça a bien avancé, ils ont mis en place plein de choses. Mais le plus important en vrai, c'est qu'ils veulent permettre aux stakers du jeton DYDX de percevoir une partie des revenus du protocole et des revenus qui sont générés par les fees en fait sur DYDX. Et ça, c'est une vraie avancée. Et en plus de ça, ils ont réduit de mémoire les récompenses qu'ils donnaient aux market makers. Donc en fait, ils essayent de réduire les récompenses qu'ils donnent à des acteurs qui sont importants mais qui vont pas nécessairement faire pump le prix. Et puis derrière, ils essayent de maximiser justement la redistribution des revenus avec cette V4, notamment aux stakers en fait du jeton. Donc c'est pas encore live et en tout cas c'est un truc qu'ils ont mentionné plusieurs fois. J'en avais parlé même dans mon interview avec CryptoQuant. C'est un truc qu'il a aussi mentionné. Donc je suppose que c'est relativement public. Mais voilà, en tout cas c'est leur volonté et je pense qu'ils savent très bien que le prix d'un projet c'est un peu son marketing. Donc je pense que si le jeton pumpait, il y aurait probablement plus d'utilisateurs et ça leur ferait l'acquisition gratuite, enfin je sais pas, même si voilà, c'est évidemment quand ils redistribuent plus de revenus aux stakers, etc., c'est moins de revenus dans leur poche, mais je pense qu'ils veulent prendre la bonne direction et dans les principaux concurrents de DYDX, tout ne va pas nécessairement pour le mieux, tu vois. JMX s'est pris une grosse claque d'un point de vue prix. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus dernièrement. Et puis dans des autres solutions pour utiliser des produits dérivés de manière décentralisée, il n'y en a pas 10 000. Il y a quoi? Il y a Gains Network, il y a Woo Network, Woo qui fait pas mal de marketing, qui avance. Mais il n'y en a pas 10 000. Et malgré, c'est ce qu'expliquait, je crois, le CEO de DYDX que j'ai trouvé assez intéressant sur ça, c'est qu'ils ont tellement commis sur la V4 qu'ils ont quasiment sorti aucune ou très peu de nouveautés sur DYDX V3. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'ils arrivent quand même à garder pas mal d'utilisateurs malgré le fait qu'ils sortent pas beaucoup de nouveautés, etc. Donc c'est-à-dire que le produit est plutôt OK. Donc évidemment, à suivre. Mais ouais, peut-être tu veux partager la vidéo dans le chat. Ouais, on a une superbe vidéo de la V4 qui... Merde, j'ai plus de chat. Excuse-moi. Il y a Synthetix aussi, ouais. Mais Synthetix, c'est genre... Enfin, Synthetix, c'est pas l'interface finale, entre guillemets, c'est genre une sorte de layer pour les produits dérivés, et derrière, n'importe qui peut build par-dessus, de ce que j'ai compris. Mais je suis pas un expert de Synthetix. Donc, mais Synthetix, c'est aussi quelque chose que je regarde, et il est dans ma watchlist TradingView et dans mes centres d'intérêt, et je crois que j'en ai du SNX. Donc... En tout cas, dernière chose, si DYDX redistribue du rendement aux utilisateurs qui stake, bah, ils peuvent le faire uniquement s'ils sont décentralisés, parce que s'ils le faisaient en l'état avec une plateforme centralisée, ça pourrait être considéré comme une security. C'est important de le noter. Et ce que je laisse sous-entendre aussi, c'est que potentiellement GMX, l'équipe derrière GMX pourrait se faire monter en l'air, comme quoi le token GMX est une security, justement parce qu'il... Bah, c'est pas totalement décentralisé, patati patata. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va parler maintenant de ça et ensuite on enchaîne sur la tête. The World Largest GPU DePIN. Alors DePIN, c'est un truc dont on parlera dans les prochaines émissions. J'attends juste de bien maîtriser le sujet. L'idée, c'est justement de mettre à disposition du matériel dans la vraie vie, des infrastructures matérielles de la vraie vie, au Web3 pour pouvoir justement toucher un rendement en mettant à disposition le matériel. Je vous donne un exemple. Imagine, moi j'ai des imprimantes 3D connectées à un réseau. Il y a un mec qui a besoin de faire imprimer un truc en 3D. Il paye de mon jeton, il fait imprimer chez moi et je lui envoie, ou carrément mieux, j'arrive à automatiser l'envoi. C'est un peu ça le DePIN, et tu peux faire ça avec des objets connectés, avec toutes sortes de choses. Ici, en l'occurrence, il va être question de stockage, de bande passante, donc connexion Internet, de processeurs et de cartes graphiques. Et ça m'a tellement plu que j'ai tout bouffé. J'ai bouffé la page d'accueil, j'ai bouffé toute la doc, j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait.
La doc est superbe, donc n'hésitez pas à la traduire en français si vous voulez la relire. Je vous mets tout ça en description. Je vous mets également la doc dans le chat. Donc l'idée c'était quoi? En fait, à la base, c'est des gars qui faisaient du trading haute fréquence et qui avaient donc besoin, pour gérer leur trading haute fréquence, d'énormément de puissance de calcul. Donc ils parlent de données de tick, c'est-à-dire des informations toutes les X secondes pour 1000 actions, 150 crypto-monnaies à très haute fréquence avec une latence inférieure à 200 millisecondes. Donc voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte, au fur et à mesure qu'ils ont mis en place leur infrastructure pour faire du trading haute fréquence, que y avait des outils qui pouvaient les aider à améliorer leur modèle. Donc, ils sont tombés sur Ray.io, que je ne connaissais pas, qui est un framework créé par OpenAI justement pour automatiser des modèles pour de l'IA en Python. Voilà. Du coup, ils ont réadapté leur modèle. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une problématique de coût, parce que plus ils avaient besoin de puissance, plus il y avait besoin de matériel, et que quand ils se sont renseignés chez les différents acteurs pour pouvoir louer du matériel en ligne pour faire tourner les modèles, ça coûtait la peau des fesses. Et donc, à ce moment-là, ils se sont lancés un peu dans ce projet. Donc, le projet que je vous montre, c'est un partenariat, encore une fois, entre Solana pour la partie paiement. Si tu scrolles un petit peu, tu verras qu'il est question de Solana Pay quelque part. J'ai peut-être scroll trop vite, excusez-moi. Solana Pay. Donc, en fait, tu pourras, comme sur une interface classique type Web2, payer en Solana pour alimenter ton compte. Donc, je pense que ce sera de l'USDC qui va circuler sur Solana et tu feras un paiement simili-fiat sur la blockchain. Voilà, donc il y a Solana pour la partie paiement. Render pour la partie carte graphique, parce que je pense que pour que ça se lance, déjà, ils vont avoir besoin d'un pool de cartes graphiques, et la problématique, c'est toujours la suivante. En gros, Render, qu'est-ce qu'ils font? C'est un pool de cartes graphiques pour gérer de la modélisation 3D, pour tout ce qui est métaverse, rendu vidéo, etc., etc. Donc eux, ils avaient déjà quelques cartes graphiques à disposition, et l'idée, c'est qu'ils mettent aussi leurs cartes graphiques à disposition au protocole IO.NET. Pour terminer, Filecoin pour la partie stockage. Apparemment, Ray.io, le framework là, de OpenAI, est aussi dans la boucle. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y a un besoin de puissance de calcul qui augmente de façon totalement exponentielle. Alors, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, mais le sujet est hyper intéressant. Pour moi, que ce soit pour spéculer sur les actions Nvidia, AMD, et spéculer sur la partie IA et Web3, il y a vraiment un marché qui est ultra porteur, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore, mais c'est une loi qui a été inventée, je crois, dans les années 70 par un des cofondateurs d'Intel, qui disait que l'informatique tous les 18 mois, on va doubler la puissance de calcul en moyenne. Et on s'est rendu compte que là, on arrive un petit peu à la fin de la loi de Moore. On arrive à la faire tenir grâce aux cartes graphiques et aux matériaux spécialisés pour des tâches spécifiques. Parce que quand vous utilisez un processeur comme un processeur Intel ou AMD, etc., c'est des tâches générales. Quand vous utilisez une carte graphique, c'est pour des tâches un peu plus spécifiques. Cette loi de Moore, elle est vouée à mourir, mais dans le monde de l'IA, on a besoin de 3 fois plus de puissance de calcul, je crois, chaque trimestre ou chaque semestre. Donc même si on doublit la puissance de calcul, ça n'ira pas assez vite par rapport à la demande en IA. Donc on a besoin vraiment d'envoyer de la puissance de calcul, de produire de plus en plus de machines, d'améliorer les modèles d'IA pour augmenter les performances. Et donc j'ai appris que tu pouvais utiliser de l'IA pour améliorer des modèles d'IA. Enfin, c'est un monde à part entière que je découvre un peu avec vous. Toujours est-il qu'on a en gros besoin d'une grosse puissance de calcul. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de mettre à disposition un marché de la carte graphique, un marché du processeur, etc. Donc, ils mettent à disposition un Explorer. Je ne sais pas s'il est live, l'Explorer. Avec des systèmes de sécurité de sorte à ce que, toi, quand tu utilises ces cartes graphiques, tu veux entraîner un modèle, tu n'as peut-être pas envie que ton modèle il soit stocké en clair sur le PC d'un gars et que ce gars, il vole tes données, il vole ton modèle. Donc, ils essaient de protéger les données, etc. Donc, toute la documentation montre un peu tous les outils qui vont être présentés, l'Explorer, etc. Et moi, ce qui a vraiment attiré mon attention là-dedans, c'est que c'est bientôt live. Dans la doc, il y a une roadmap, et la roadmap, elle parle de alpha et bêta pour la fin d'année. On te parle d'un rendement... Alors, pas ça. Attendez. Excusez-moi, voilà. Ils te disent, faites exploser vos profits d'infrastructure, gagnez jusqu'à 15 fois plus en gérant de l'IA qu'en faisant du mining de crypto-monnaie. Donc là, ils se comparent à NiceHash. Pour ceux qui ne connaissent pas, NiceHash, en gros, c'est une marketplace. Tu mets à disposition ta puissance de calcul et on te donne un rendement. Comme ça, au lieu de miner une crypto-monnaie, tu peux en miner plein. C'est le logiciel qui te fait passer d'une crypto-monnaie à une autre. Tu gères rien. Donc, on te dit qu'avec NiceHash, sur une RTX 4090, tu ferais moins de 1 dollar par jour. Avec leur protocole, tu en fais 12,5 dollars par jour sur une seule RTX 4090. Donc, ça veut dire qu'une RTX 4090 que tu touches à moins de 2000 dollars, mais arrondissons à 2000 dollars. 2000 dollars divisé par 12,5, ça fait 160. En 160 jours, tu as remboursé ta carte. Ça veut dire que
tu peux acheter des cartes à la volée et te faire un max de sous. Alors, avant de poser la maison et se dire, oh là là, c'est la mine d'or, on va voir, on va tester. Moi, j'ai pas encore testé différents marchés. Dans la documentation, tu as un tuto pour le mettre en place sur Ubuntu. Tu as un tuto pour le mettre en place sur Windows. Je ne manquerai pas très très rapidement de vous faire un tuto sur Coin Academy et sur YouTube dès que je m'y serai intéressé. Le tuto Windows est simple. On vous dit d'activer la virtualisation dans le BIOS. On vous dit d'activer les sous-systèmes Linux sur Windows. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis qu'on est passé à des versions récentes de Windows 10, tu peux faire tourner un Linux natif sur Windows. Comme ça, tu n'as pas besoin de jongler entre Windows et Linux. Tu peux exécuter toutes tes commandes Linux sur ton Windows. Donc, c'est ce qu'il te demande de faire. Ensuite, on te fait installer un Docker qui te permet de créer des environnements virtuels directement sur ton Linux qui tourne sur Windows. Et ensuite, tu fais tourner la machine avec une invite de commande. Donc, ils te disent de générer un UID, User Unique ID. Et ce User Unique ID, tu le mets directement dans ton Docker. Bref, ça met tout en place. Et une fois que c'est mis en place, ils disent que c'est simple et que tu auras juste à aller sur leur interface, cliquer, mettre à disposition ta carte graphique, toucher un rendement. Le rendement tombera de manière journalière ou même peut-être plus rapidement encore sur le site et tu pourras cash out en fiat, en crypto, ça je sais pas. Donc pourquoi je prends tout ce temps pour vous en parler? Déjà d'une part parce que tu as plusieurs acteurs de renommée qui sont dans la boucle, Ray, Solana et Filecoin. De deux, tout est documenté. J'ai tout lu, tout est parfaitement documenté. Je vais pas vous dire je maîtrise tout. Je maîtrise pas tout ce qui est IA, hyperparamètres, etc. Pas du tout. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. Ça devrait sortir d'ici la fin d'année. Et si effectivement on peut toucher un yield aussi violent que ce qui est annoncé sur le site, bah déjà Nvidia ils vont bien manger. Ça c'est garanti. Et ça va créer une nouvelle narrative où on va pouvoir mélanger les bienfaits du Web3, c'est-à-dire mettre à disposition son matériel au monde entier, avec les bienfaits de l'IA. Vraiment stylé. J'ai terminé pour cette partie fondamentale. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on va passer à la thé avec l'ami CryptoPixu. Juste avant de passer à la thé, je voulais parler de 2-3 trucs vite fait. Mais en tout cas, très intéressant. Pour le coup, toujours cool d'avoir des projets que tu dis comme ça, dont on n'entend pas vraiment parler dans le CTFR en tout cas, Ouais. et peu même dans le reste de l'écosystème. Donc, de toute façon, à vous de faire vos propres recherches et de faire votre propre jugement. Nous, évidemment, on vous présente un petit peu ce qu'on regarde. Mais évidemment, à chaque fois, c'est à vous de creuser et surtout d'avoir un avis critique sur tout ce qu'on dit. Je voulais juste reprendre un petit peu parce que j'ai sorti 2 interviews qui sont pour moi très sympas cette semaine. Notamment la première avec un quant, donc c'est le Head of Quant Research de Stake Capital. Donc lui, son rôle, c'est justement de s'occuper de toute l'approche quantitative pour Stake Capital et donc de travailler sur des modèles, travailler sur des algos qui vont permettre de générer du rendement de plein de manières différentes. Donc en tout cas, une interview qui est très très intéressante parce que Stake Capital, c'est un gros fonds. Je crois qu'ils ont à peu près $1 milliard sous gestion. Et puis derrière, globalement, c'est un mec qui vient de Polytechnique, qui vient de la TradFi, qui a été dans des banques, des assureurs. Enfin, il a travaillé dans plein de boîtes, donc très 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 intéressant. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Et la deuxième interview, qui est celle de Jean-Michel Paillon, qui a un fonds, mais cette fois-ci dans les NFT, ou en tout cas dans l'art digital. Donc lui, globalement, ce qu'il fait, c'est que, en fait, il a des investisseurs qui viennent, ça peut être des banques, des musées, des gens qui sont riches, pour s'exposer à la narrative art digital, NFT, etc. Parce qu'à terme, je pense que de plus en plus de pièces d'art, en tout cas peut-être même la majorité, seront tout simplement disponibles numériquement. Et donc, c'est là où la technologie NFT a un intérêt. Et donc, lui, il s'intéresse à ça et il essaye de générer du rendement et de positionner tout simplement les acteurs avec lesquels il travaille sur cette partie-là. Donc, 2 interviews qui sont très intéressantes. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes membre du club, vous avez tout simplement accès à cette page. On t'entend, mon ref, si jamais. Vous avez accès au club en fait sur Coin Academy, donc il y a une section qui est dédiée aux détenteurs de NFT. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur n'importe quel article d'actualité. Donc ça peut être, je sais pas, le dernier là avec le Coin Hebdo, mais ça peut être aussi Suzu, Duquan, etc. Vous cliquez dessus et une fois que vous avez cliqué dessus, derrière vous avez sous la miniature un moyen tout simplement de minter cet article d'actualité au format NFT. Donc vous pouvez tout simplement l'acheter, c'est $24 en Matic et derrière ça vous permet d'accéder à pas mal d'avantages, notamment du contenu exclusif et du contenu en accès anticipé. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le QR code en haut à gauche de votre écran sur lequel on vous explique tout avec un site dédié à ça. Et donc vous avez toutes les interviews en avance qu'on a tournées. Vous avez notamment 2 contenus assez intéressants sur Angle Protocol et son stablecoin Euro, donc l'AG Euro, l'AG EUR et Paraswap.
Et en plus de ça, vous avez toutes mes interviews en avance et celle aussi de Capet. Donc pour le coup, vous avez une interview de la directrice générale de Binance France qui était disponible le 26 septembre, donc ça fait quasiment une semaine et je pense que vous aurez quasiment 2 semaines d'avance par rapport à ce qui va arriver sur YouTube, même peut-être 3 semaines. Vous avez l'interview avec Richard Détente qui va arriver sur YouTube, mais qui est déjà disponible depuis le 22 septembre, donc depuis quasiment 10 jours. Pareil sur le marketing crypto, donc qui est disponible depuis le 18 septembre, donc quasiment 2 semaines, qui n'est pas encore sorti sur YouTube, qui sont vraiment des masterclass d'1 heure, 1 heure et demie, où on vous explique tout sur un sujet. Ici, pour le coup, c'est le marketing. Pareil pour les tokenomics avec Nathan Benchimol, qui est du coup le CEO de Nomix, qui est une boîte qui est dédiée à la conception et à la création de tokenomics pour des projets. Donc vous avez même ici, vous avez énormément de contenus qui sont en avance. Vous avez aussi les analyses fondamentales chaque mois, qui sont hyper complètes. Je gère la nouvelle cette semaine d'ailleurs. Donc voilà, beaucoup de choses qui sortent en avance. Tu peux cliquer dessus, juste leur montrer le sommaire. Tu peux leur montrer le sommaire de l'analyse fondamentale. En gros, généralement, je me pose une journée, je reprends un peu tout et j'essaie de proposer une bonne analyse de ce que j'ai vu qui m'a vraiment plu pour apporter un peu de valeur pour ceux qui aiment l'investissement et qui sont passionnés par les fondamentaux tout simplement. Donc voilà, tu vois là en l'occurrence, on parle de Frentech ou à l'époque, tu vois, il y a un mois on disait fin du Ponzi Frentech et le truc il est reparti, truc de zinzin, on parle du drive chain, de merge mining, de concepts plus ou moins techniques. C'est des choses qui pourraient se faire en complément de la masterclass mais que je garde en exclusivité pour les membres du club. Pour ceux qui ne savent pas, on fait aussi des réunions éditoriales avec les membres du club. Donc on a fait la première qui a été aussi publiée pour les membres du club. Donc on a fait tout simplement une réunion avec les membres du club pour savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, quelle vision ils aimeraient avoir pour la DAO, la gestion du club, les avantages du club, ce qu'ils aimeraient voir sur Coin Academy. On a diffusé ça pour les membres du club en rediffusion donc sur la section ici. Et puis c'était une conversation assez intéressante parce que ça permet d'avoir un petit peu une réunion où on n'est pas beaucoup et on peut avoir des vraies discussions. Donc très intéressant pour ceux que ça intéresse. Vous avez le QR code en haut à gauche de l'écran, tout simplement pour vous renseigner sur ça. Est-ce que ce serait pas l'heure de la thé, enfin? C'est l'heure de la thé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On va regarder un petit peu les large caps. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, j'utilise velodata.app. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran. Dans tous les cas, je vais zoomer. On va regarder ici les large caps d'un point de vue prix. Hop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue prix sur les grosses capitalisations? On voit globalement que les deux gros performeurs de cette semaine, c'est Solana à plus 15% et Link à plus 11%. Et une des cryptos qui a le moins bien performé, c'est BTC à plus 1,8%. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il a suffi d'un petit rebond tout simplement sur BTC de à peine 2% pour tout simplement voir le reste des cryptos bien pump. On a un Ether qui est un peu plus haut, il a combien? Il a plus 5%, donc on a un Ether qui a vraiment bien rebondi sur le ratio contre BTC, et je vais en parler tout de suite parce que c'est assez intéressant. Donc comme je vous l'expliquais, sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, on a un range dans lequel on est depuis début 2021. Et là, c'était assez intéressant parce qu'on arrivait tout simplement en bas de range, donc sur la bande basse ici du range, et on était en train, tout simplement, de créer de la divergence haussière pour moi. Alors, elle n'est pas totalement validée. Je vais juste rajouter mes 2 indicateurs. Donnez-moi un instant. Tac, tac, tac. Voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit en 3 jours? C'est que... Alors, je vais juste enlever ce trait jaune ignoble. Voilà. On voit tout simplement que sur le RSI, d'un point de vue low, on fait des lows qui sont de plus en plus hauts. Et sur le prix, on voit des lows de plus en plus bas. Donc, est-ce que la pression vendeuse serait peut-être en train de se calmer? En tout cas, c'est ce que je commence à voir sur le ratio entre les deux. Et puis même sur le MACD, ici, sur le momentum, on voit que pareil, on fait des creux de plus en plus hauts. Et ici, sur le prix, on fait des creux de plus en plus bas en 2 semaines. Donc pour le coup, on voit que la pression vendeuse pour l'instant a l'air de se calmer. Est-ce que elle s'est calmée pour de bon? Je n'en sais rien. En tout cas, voir de la divergence haussière potentielle comme ça en bas de range, je trouve ça assez intéressant. Et donc, est-ce que on a le low pour le coup pour continuer plus haut? Sincèrement, je n'en sais rien. Mais ici, c'est la zone pour moi à surveiller si jamais on veut voir un Ether en pleine forme et surtout un Ether en capacité de surperformer Bitcoin. Donc dans tous les cas, ce que vous aurez vu ici, c'est que sur le ratio entre les deux, Ether a repris un tout petit peu de terrain, mais c'est encore potentiel. Je pense qu'on peut très bien encore
davantage consolidé en bas de range sur ce ratio Ethereum contre Bitcoin, mais en tout cas assez intéressant. Donc je vous parlais des prix, on a vu Link et Solana qui ont pas mal explosé cette semaine. Ça a été l'occasion de voir pas mal d'alt exploser, mais avant de passer tout simplement aux alt, j'aimerais vous parler un petit peu de TradFi parce que je trouve que concrètement on a des éléments qui sont assez intéressants. Tout simplement, le premier élément, c'est bien le dollar. Donc ici, on a le DXY, donc c'est la force relative du dollar dans le monde, notamment par rapport à d'autres monnaies. Et on voit que depuis ce bottom ici, donc cette déviation sous le niveau et donc ce reclaim du support ici autour des 101, eh bien on est tout simplement parti en ligne droite et on a essayé de ralentir autour de la grosse résistance dont je vous parlais, qui est celle des 105.5, qui en weekly un niveau très très clean, comme vous le voyez, on a plein de points de contact, c'est très très clean. Et là pour le coup, eh bien on clôture la semaine au-dessus de ce niveau-là. Donc je sais pas si on va avoir un peu une déviation dans les deux sens, dans le sens où on a une déviation sous un support et ça nous a permis de pump. Est-ce que là on n'aurait pas simplement une sorte de haut de range trouvé pour derrière réintégrer en dessous et derrière donner un petit peu de souffle et d'espace pour les risk-on? Je sais pas. En tout cas, moi personnellement, c'est très difficile pour moi d'être très optimiste sur les risk-on, donc tout ce qui est action, indice et crypto, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment le niveau pivot. Si on commence à voir tout simplement le dollar repasser en dessous de ce niveau-là, qui est en plus ça les 38% de toute cette baisse, là je pense qu'on pourrait être assez optimiste et voir tout simplement le dollar un petit peu tomber, ce qui donnerait donc de l'espace pour le reste. Mais tant que c'est pas le cas et tant que on flippe en fait cette zone précédemment de résistance en tant que support, parce que là on a quand même une mèche qui a été retestée ce niveau et qui a été bien rachetée. Tant qu'on a ça, ça fait globalement peur. Donc ça me fait assez peur d'un point de vue risk-on. Donc moi, mon biais, il est toujours bull sur le dollar. Tant qu'on se maintient au-dessus des 105.5, je pense qu'il y a un réel risque qu'on accélère à la hausse et qu'on aille chercher la prochaine résistance. Pour moi, d'un point de vue résistance intermédiaire, on a peut-être les 107.8, mais c'est pas la plus grosse résistance. La plus grosse résistance, elle est autour des 109.6 pour moi, parce que c'est tout simplement le niveau qui a lâché et qui a amorcé tout simplement la cassure de cette parabole qu'on a vécue entre 2021 et 2022, et au-delà de ça, c'est 61-70% de retracement de toute la baisse, donc c'est la zone idéale à défendre si jamais on veut défendre ce top ici. Donc voilà, pour l'instant, le dollar toujours en pleine forme, même si on a eu un petit retracement, pour l'instant c'est racheté, il va falloir surveiller les prochaines semaines de près, et ça c'est hyper important. Dans le même délire, alors c'est pas tout à fait le même graphe en inversé, mais on n'est pas loin. On avait l'euro qui avait fait une belle déviation au-dessus de ce niveau-là. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit que j'ai switch en short, tout simplement, sur l'euro. Et là, pour le coup, on a été chercher plusieurs lots qui m'intéressaient, notamment ces deux lots ici. Alors, on a toujours ce lot ici et ce lot ici pour moi à chercher qui soit assez intéressant, mais on a les 38% de retracement de toute la hausse tout simplement sur ce niveau-là, et on voit que pour l'instant on galère à tenir. Si jamais on était amené à faire une sorte de W et de récupérer ce niveau ici en tant que support, un peu comme sur le dollar qui perdrait ses 105.5, je pense qu'on pourrait être davantage optimiste sur l'euro et ça pourrait être plutôt positif pour les risk-on historiquement. Après voilà, il y a toujours ces lots à chasser, ça m'étonnerait pas qu'on ait une petite chasse des lots et que derrière on reparte, mais voilà, tant qu'on repasse pas au-dessus des 1.06, pour moi ça va être compliqué et je vois toujours pas de signe de retournement sur le dollar, même si c'est une zone très intéressante à regarder. Du côté des indices, on voit que le S&P est toujours en galère. Comme je vous l'expliquais, on avait l'ultime zone de résistance ici avant de faire un ATH qui avait été tapée, sur laquelle on avait tapé, et pour l'instant on a un beau rejet. On avait une dynamique qui était plutôt haussière avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour la première fois, on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Personnellement, je m'attendais à ce que, d'un point de vue bull, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être genre un reclaim de cette zone ici. Moi, c'est toujours quelque chose que je surveille. Si jamais on commence à récupérer les 4344, 4365 ici et qu'on réutilise cette zone ici en tant que support, je pense qu'on pourrait mettre une petite chaleur et on pourrait faire peur à tous ces vendeurs qui sont en train de shorter ce M-top. Mais tant que c'est pas le cas, pour moi, les deux niveaux qui sont assez intéressants, c'est les 4300, donc les 38% de retracement de toute cette hausse. Et puis derrière, si on veut regarder le retracement à partir du lot de ce cycle, on se situe ici. Donc pour moi, si j'étais bull, il y a deux zones que je regarderais pour un rebond.
soit celle-ci, qui en plus de ça a un niveau horizontal assez intéressant, soit la prochaine ici, qui est tout simplement le retest du haut de range dans lequel on a été entre avril 2022 et mai 2023. Donc dans tous les cas, pour moi, s'il y a un setup bull à trouver, c'est probablement dans cette zone ici. Si on commence à réintégrer sous ce niveau-là, donc si jamais on galère sous ce niveau et que voilà, on fait toujours des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas et qu'on a des setups de continuation, là, ça puerait vraiment. Et comme je vous l'explique, la plupart du temps, lorsqu'on réintègre un range, pour moi, la target logique, c'est la borne opposée. Donc si on repasse en dessous de ce niveau et qu'on a de l'acceptation et qu'on n'arrive pas à recasser ce niveau ici en tant que, on n'arrive pas à recasser cette résistance, dans le cas où ça devient une résistance, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher ici, quitte à peut-être défendre vers cette zone ici ou à enfoncer ce lot. Moi, personnellement, actuellement, j'ai du mal à croire qu'on aille péter le lot d'octobre 2022. Je trouve que tout ça, donc toute cette consolidation en mensuel et même ce bottom ici, enfin tout ça me plaît bien. Donc voilà, moi si j'étais un bull, je chercherais à agir soit là, soit ici. Voilà un peu les trois zones que j'ai en tête d'un point de vue bull. Et pour moi, actuellement, oui, on se dit qu'on a inversé la dynamique en faisant un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Donc si jamais on a un rebond et qu'on a un setup baissier, pourquoi pas le prendre. Mais personnellement, si je devais prendre des setups actuellement, ce serait plus des achats. Mais pour l'instant, j'ai toujours rien pour me positionner à l'achat sur le S&P. Donc ça, je regarde de très très près. Le Nasdaq, on est un peu dans une situation similaire, mais en étant un peu plus fort, dans le sens où, contrairement au S&P, qui a tout simplement bien clôturé en dessous de ce niveau ici. Donc tu vois qu'on a bien enfoncé le lot. Là, sur le Nasdaq, on est toujours en train de se battre sur ce niveau de lot et on n'a pas vraiment fait de clôture en dessous de ce lot ici. Et en plus de ça, on a un gros niveau autour des 14 741, excuse-moi, qui est un niveau de résistance clean, qui a été retesté en tant que support, puis en tant que résistance. Et là, à nouveau, on rebondit 2 fois dessus. Pour autant, on avait retesté le niveau parfait ici avant de faire un ATH, donc le niveau de résistance idéal pour les vendeurs pour défendre le top de ce cycle. Et voilà, maintenant on est un peu sur une zone de bataille. Personnellement, je pense qu'on peut avoir un petit peu d'optimisme tant qu'on tient cette zone verte ici, parce que ici ça fait quand même une belle chasse de stop et voilà. Mais voilà, si le dollar continue à prendre de la force, je pense qu'on se dirigera au minimum vers les 38% de retracement de toute la hausse. Et les 38%, ils sont autour de ce niveau-là. Et si jamais ça lâche, le niveau d'après qui sera assez intéressant, c'est les 12 932 qui sont globalement proches de la reload zone bull, donc 61-70% de retracement de toute la hausse. Donc Nasdaq un peu plus bull que le S&P, mais toujours pas convaincu. Mais le plus gros va se passer vraiment sur le dollar. Et je vous en parle très peu souvent, mais pour le coup, il y a le gold aussi qui s'est pris une belle gifle. C'est assez marrant parce que voilà, sur le gold, on a fait un sommet un tout petit peu plus bas avec cette mèche. Et puis on a été raid, tout simplement, c'est high. Donc on est juste passé au-dessus. On a globalement niqué tout le monde. Et puis derrière, on a clôturé sous cette grosse résistance. Donc ça, pour moi, c'est une forme de déviation au-dessus d'un niveau. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'on avait on est en train de créer une sorte de range entre les 1720 et les 1990? C'est pas impossible. Donc dans le cas, on a une déviation et qu'on réintègre le range. Peut-être que l'objectif, c'est tout simplement ce niveau ici, qui serait tout simplement les 38% de retracement de toute cette hausse ici, ou même de cette hausse en partant de ce lot. Donc moi, le gold, j'y toucherai pas. Le seul moyen pour moi d'être acheteur sur le gold, ce serait qu'on repasse au-dessus de ce niveau et qu'on le flippe en tant que résistance. Si on a déjà fait une déviation et une chasse ici, je pense que si jamais on avait de la consolidation au-dessus de ce niveau-là, ce serait vraiment pour envoyer beaucoup plus haut. Et autrement, ce serait si jamais on reteste ce niveau ici pour défendre ce lot, qui est plutôt beau parce qu'on avait pas mal de lots qui s'accumulaient. On a été les chasser, on a fait une déviation sous ce niveau-là. Et derrière, on peut estimer que c'est potentiellement le bas de range quand on prend ce range ici entre les 1981 et les 1680. Donc voilà, pas très optimiste sur le gold. Après, ça n'a pas trop d'impact sur nous actuellement, de ce que je vois. Je vais pas trop parler des stocks individuellement parce qu'on a pas mal parlé des indices, mais on va parler un petit peu de BTC et d'Ethereum. Donc BTC, où est-ce qu'on en est ? BTC, on n'a toujours pas pris ce lot ici sur le spot, mais il faut savoir que ce lot a été pris sur les futures. Et à la suite de tout ça, on a eu un beau rebond
Et ici, pour moi, on est un peu sur une zone charnière, dans le sens où c'est une zone sur laquelle on a eu beaucoup de points de contact. Si tu regardes bien ici en 2 jours, le niveau est très très clean, tu vois, beaucoup de points de contact. On garde ce niveau en tant que support. Même chose ici en support. Et dès qu'on passe en dessous, on clôture en dessous, systématiquement des retests en tant que résistance. Même chose ici. Et là, parfaitement, à chaque fois, des clôtures ou même des retests de ce niveau-là. C'est véritablement chirurgical. Quand je regarde en 2 heures, regarde le retest parfait de ce niveau autour des 27 290 $. Donc là, pour le coup, on a un retest parfait de ce niveau rouge ici. Et je pense que si on était amené à flip cette zone ici de résistance à support, donc de réutiliser cette zone ici des 27 300 $ en tant que support et non plus en tant que résistance, on pourrait être assez optimiste et pousser un peu plus haut, idéalement pour retester tout simplement ce niveau de support qui nous a amené à un méga dump, ou dans le cas où on arrive à pousser plus haut, il faut pas oublier qu'on a laissé beaucoup de high à aller chasser. Ce high, il y en a aucun qui chasse les précédents. Donc si jamais on n'arrivait pas à retenir le prix dans le cas où on poussait plus haut, je pense qu'on accélérait directement en mode chasse au stop. Et là, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir la réaction. Est-ce que on voulait juste chasser ces stops et ensuite on serait toujours on serait dans une consolidation qui est plus longue que prévu, du style une sorte de range entre ici et ici. Donc genre on pousse au-dessus, on va chercher genre les stops et derrière on redump, etc. Et en fait on est juste dans une consolidation hyper longue. Ou est-ce que ce serait pour tout enfoncer par le haut? Ça je sais pas encore. Personnellement, sur les positions que j'ai essayé de prendre cette semaine, j'ai essayé de prendre un short ici, je me suis fait stop là et après j'ai pris un short ici sur cette mèche parce que cette mèche elle était vraiment aberrante. On a juste pump chassé tous ces highs ici, donc j'ai pris un short ici et je l'ai gardé en essayant de viser tous les lots qu'on n'avait pas pris autour des 26 000 $. Et là, pour le coup, on a été retourné me chasser en break-even. Donc pour l'instant, je laisse. Pour le coup, on a quand même pas mal de lots à chasser ici. On en a laissé pas mal à 26 000. Donc si jamais on avait un retournement ici, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas un setup méga clean à prendre. Si jamais on avait un énième push au-dessus et qu'on clôturait en dessous des 27 300, pourquoi pas prendre un short. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas trop envie de prendre un short sur BTC. Et on n'est pas au point pour moi de prendre un long. Ce qui me permettrait de prendre un long en vérité sur BTC, c'est soit une chasse des lots ici comme j'expliquais sur le spot. Donc on aille chercher par exemple les 24 300 et qu'on ait une belle réaction acheteuse. Ça, je suis preneur. Ou que tout simplement on flippe la zone dont je parlais juste avant. Donc on flippe cette zone rouge ici en tant que support, pourquoi pas. Mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour moi de me positionner. Je vous parlais de high à aller chasser sur BTC, mais en fait ces high, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on en a aussi laissé beaucoup sur Ethereum. Tu sais, je te disais que ça m'étonnerait qu'on laisse tous ces high non chassés. Donc à chaque fois, tu as des sommets qui ne chassent pas les précédents. Ça, tout simplement, c'est une mine de stop loss à aller chasser. Alors je sais pas si les gens ont toujours leur stop loss ici, mais en tout cas, je pense que le marché reviendra tôt ou tard. Oui, Ethereum a repris de la force contre BTC, mais là, pour le coup, on arrive sur une zone qui est cruciale et qu'on utilisait par le passé en tant que support et maintenant qu'on est en train de retester en tant que résistance. Cette zone, elle est claire, c'est celle-ci. Tu vois que c'est là où on a trouvé notre top autour de The Merge de mémoire. Je sais plus si The Merge c'était en septembre ou en octobre. Septembre 2021. Ouais, 2020. C'était là. 2021, enfin 2022. Retest parfait. On reteste de cette zone encore une fois énormément de fois. Ici, c'est la zone qui nous a permis de trouver du support et de rebondir. Et là, pour le coup, on est en train de retester ce niveau ici. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on est en train de retester ce niveau-là après avoir chassé quelques stops ici. Donc, le fait qu'on trouve de la résistance ici, ça m'étonnerait pas. Et pour être honnête, pour moi, c'est une des meilleures localisations à short actuellement pour les shorters. Pourquoi ? Parce que si on commence à flip cette zone ici en tant que support, j'ai bon espoir qu'on aille retester les 1930, 1950. Et si tu regardes en mensuel, si on prend tout simplement cette zone ici, cette zone pour moi c'est une zone ultra cruciale et on l'a déjà testé énormément de fois. Pour moi, cette zone c'est en vérité le haut de notre range. Est-ce que j'ai un graphe qui est sympa pour montrer ça? Ouais. Pour moi, c'est une sorte de haut de range weekly. En mode, tu as le haut de range ici, au-dessus duquel on a fait des déviations pour réintégrer. Ici, tu as ton bas de range. Ici, tu as ton milieu de range qu'on a frôlé. Et donc, si jamais on récupère ce niveau ici en tant que support, autour des 1680, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on aille péter tous ces stops ici. Tout le monde a du mal à croire qu'on peut
qu'on puisse retrouver de la volatilité, moi je pense que ça peut arriver plus vite que prévu. Et si on va chercher ces stops et qu'on retourne chercher ce niveau-là ici, vu le nombre de fois où on a eu des déviations et des chasses au stop à ce niveau-là, je pense que la prochaine fois qu'on ira autour des 1935, 1936, c'est tout simplement pour les casser et accélérer à la hausse autour des 2400, 2600, si ce n'est pour lancer un bull run. Moi, c'est ma conviction personnelle. Donc, je me dis que ce niveau-là, si on le reprend en tant que support, c'est la porte ouverte à un bien plus grand pump, même si évidemment ça peut être une chasse au stop et que derrière ça joue à nouveau comme résistance, ou même si on peut s'arrêter avant, je dis pas. Hein. Mais pour moi, ce niveau-là, si on le flippe à nouveau en tant que support, il y a un vrai potentiel pour les acheteurs pour pousser plus haut. Et donc je me dis que le meilleur moyen pour les vendeurs d'éviter ce scénario-là, c'est de fermer cette porte et de réutiliser tout simplement ce niveau de support par le passé, ici en tant que résistance, pour pousser plus bas et aller chasser potentiellement ces lots ici qui n'ont pas été pris. Donc ça, c'est un scénario que je surveille de très près et qui en réalité s'aligne avec le fait qu'on a un très gros niveau sur BTC. Par contre, si on commence à récupérer ce niveau sur BTC, c'est qu'on récupérera probablement ce niveau ici en tant que support sur Ethereum et on aurait les deux alignés pour pump beaucoup plus haut. C'est ma conviction personnelle, c'est mon avis. Je regarde moins les marchés en ce moment, donc peut-être que j'ai un moins bon feeling sur le marché, mais en weekly, personnellement, c'est ce que je vois. Et si je regarde le graphe entre l'addition des capitalisations de BTC et Ethereum, on a eu quand même un beau range ici avec une petite déviation en dessous, on récupère, on arrache tout par le haut, on mèche légèrement en dessous, on a le retest plus ou moins de ce niveau ici, et donc je me dis que voilà, si jamais on arrive à bien récupérer ce niveau, excuse-moi ici, il y a un monde où on peut tout simplement accélérer plus haut assez vite, et c'est ça qui me donne un petit peu d'espoir. D'un point de vue alt, pas mal de choses assez intéressantes à dire. Personnellement, j'ai pris un short sur le WorldCoin. Alors, je sais pas si tu as un petit peu suivi WorldCoin, mais globalement, il a eu une chute aux enfers et maintenant il a fait un maxi rebond. Si tu regardes en logarithmique, on est passé quand même de 97 centimes à 1,90$ en ligne droite. C'est ça. Et pour moi, un de mes objectifs, c'était notamment qu'on chasse ces highs ici, après cette hausse super violente. Et pour le coup, sur cette montée, on a laissé beaucoup... Enfin, déjà, on a poussé à la verticale. Il n'y a eu quasiment aucun retracement. Et en plus de ça, on a laissé beaucoup de lots non chassés. Et en général, on aime bien chasser des lots quand on accumule comme ça. Je pense que tôt ou tard, ils seront chassés ou en tout cas retestés. Et donc, je me dis que potentiellement, après avoir chasser ces stops ici, on a potentiellement trouvé un top, sachant que ici pour moi on avait une sorte de forme de résistance, genre t'as ton premier high, t'as une sorte de consolidation en dessous, ensuite on passe au-dessus et on repasse en dessous, et on peut voir ça comme une sorte de déviation au-dessus du niveau. En tout cas c'est comme ça que moi je pourrais l'interpréter, et je me dis que en fait il y a pas mal d'éléments bear, sans compter la divergence qu'on a validée en 9 heures ou même en 12 heures. Si tu regardes, on a le prix qui fait que des sommets de plus en plus haut, et sur le RSI, tu as le prix qui fait un sommet plus bas que le précédent et qui enfonce ce lot ici. En tout cas, en 9 heures, c'est le cas. De même, tu vois, sur le momentum, ici, tu vois qu'on fait que perdre en momentum, et là, on passe en dessous du zéro, on valide la divergence. Donc, pour moi, j'ai la localisation, la structure, les divergences, je rentre en jeu. Et je prends ma position. Ça se trouve, je perdrai de l'argent. Ça se trouve, je me ferai stop loss. C'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pris un short sur WorldCoin autour des 1,75 ici avec un stop au-dessus de ce high. Et mes targets sont celles-ci, 1,48, 1,26 et un retest du lot. Concrètement, mes targets correspondent à des niveaux horizontaux, mais surtout à des retracements Fibo, à savoir les 38% de retracement, qui est une zone qui doit tenir si jamais on est dans une tendance forte et qui a envie ici pour le coup de se maintenir et de pousser plus haut assez rapidement sans avoir un retracement trop profond. Et dans le cas où cette zone est pétée, la real zone, donc 61-70% de retracement de toute la hausse. Et si jamais cette zone ne pète pas, à ce moment je pense qu'il y a possiblement un monde où on pète ces lots. Donc voilà, moi j'ai pris ce trade sur WorldCoin. J'ai vu quelque chose de très intéressant aussi sur SUI. SUI, on a eu un range entre le 11 septembre et le 28 septembre, avec des chasses au stop à chaque fois. Et derrière, on valide donc ce gros W ici en daily, avec, pour moi, un retest parfait de la ligne de coup de ce W. Donc en gros, on a
un prix qui fait que baisser, on a une structure de retournement, on a le reclaim d'un niveau qui est majeur, parce qu'en réalité, tu vois, on a trouvé beaucoup de support ici, c'est la zone sur laquelle on a trouvé du support après ce gros dump. Et donc, on repasse au-dessus et on reteste ce W ici, donc la ligne de coup de ce W, ici en tant que support. Donc, on a beaucoup d'éléments techniques. Ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi de la divergence. Ça me rappelle le début du jeton sol, gros. Tu vois, donc d'un point de vue divergence, je pense qu'on y est. Juste avant le bull run de 2021. On n'a jamais cassé, tu vois, on n'a jamais cassé les lots, on fait que des creux de plus en plus haut sur le RSI. Donc, pour moi, ce que ça montre, c'est une perte de momentum à court terme des vendeurs. Et donc, je me dis qu'il y a moyen d'exploiter ça. Donc, personnellement, je suis rentré sur le SUI, tout simplement autour d'ici, avec un stop là. Et ma première target est ici, et ma deuxième target est là, et ma troisième target est... Donc voilà. Donc j'ai un risk-reward qui est plutôt bon. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça marchera pas. Mais ce que je vois, c'est que pour l'instant, il tient, et c'est une des cryptos qui performe le mieux aujourd'hui. Donc en espérant que ça tienne. Sur les autres choses que j'ai regardées, BGB, moi je suis toujours dans mon trade. J'ai remonté mon stop. Mon stop est quasiment break-even, donc il est là, donc je peux plus trop perdre d'argent. C'est pas grave si je me fais stop loss. On a eu Solana qui a repris beaucoup de force. Solana qui a repris beaucoup de force, comme j'expliquais avant en début d'émission, on a été chercher 61-68% de retracement de toute cette hausse. La zone idéale pour défendre ce bottom, qui est globalement un lot plus haut que le précédent weekly, à la suite de highs qui sont consécutivement plus hauts que les précédents en weekly. Donc c'était une zone super importante à défendre, et ça nous a empêché potentiellement de s'exposer à un retest de cette zone-là et de prix assez aberrants sous les 15 $, parce qu'après on n'a pas grand chose, on a quoi, on a les 8 $, on a les 15 $, ensuite on a tellement peu d'historique, enfin c'est assez dangereux. Donc voilà, en tout cas sur Solana on nous montre de la force. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. En tout cas, moi je m'inquiéterais personnellement si on commence à repasser sous les 19,7 $, si on commence à avoir à nouveau de l'acceptation en dessous. Je pense que c'est un peu chaud. Là pour moi on a juste, comme j'expliquais juste avant, piéger beaucoup de gens qui shortaient ici le fait que Solana puisse être vendu massivement par FTX pour recouvrir ses pertes et donc rembourser les gens. Mais ils se sont rendus compte, je pense, que beaucoup de Solana ne sont pas liquides et donc eh bien, la pression vendeuse à court terme n'est pas forcément là. Et ça, on l'a vu aussi sur les funding, comme j'expliquais, beaucoup de gens qui short, funding hyper négatif. Les shorts payent les longues, donc les acheteurs sont payés à être longues, et puis derrière, on les arrête de l'autre côté. Donc, est-ce que c'est juste un règle court terme ou est-ce que c'est une vraie volonté de pousser plus haut? Ça, je sais pas. On a toujours Moi, personnellement, sur Solana, tant qu'on dépasse pas les 20, tant qu'on n'arrive pas à flip cette zone ici en tant que support, je pense qu'on est juste dans de la consolidation et quelque chose d'inintéressant. Mais si on commence à flip cette zone ici en tant que support, pour moi, c'est la porte ouverte à minimum 40 $. Moi, j'irais même jusqu'à 50-60 $ facilement. Donc, tant qu'on pète pas les 26-27, il n'y a pas forcément grand-chose à surveiller, si ce n'est du price action à court terme. Et si jamais on arrive à casser ce niveau ici, je pense qu'on pourrait réellement dépasser les 40, voire les 50 $. Donc ça, ce serait très intéressant. Autres éléments assez intéressants, on a le SFP qui est toujours dans son range interminable. Petite déviation au-dessus de niveau, donc grosse résistance, on essaie de passer au-dessus et au final on réintègre sous le niveau. Si jamais suite à ça on arrive à récupérer ce niveau ici en tant que support, je pense qu'on pourrait pousser et c'est un truc que je surveille, mais pour l'instant on n'y est pas. FTT qui pousse tout seul, mais voilà, pas très liquide, personne ne trade, voilà. On a Kaspa qui a parfaitement retesté son ancien ATH ici en tant que support et qui est sur le point de faire un nouveau high après avoir déjà fait un nouvel ATH. Donc Kaspa, moi je surveille, j'ai été très agréablement surpris, j'ai voulu rentrer dans un trade, il y a rien qui m'a permis d'acheter. Moi personnellement, je voulais acheter ici, mais je me suis dit ok, je vais attendre un retest un peu plus profond ici pour mieux gérer mon risque et avoir un meilleur risk reward. Au final, je l'ai pas eu. Donc on verra ce que ça donne sur le Kaspa, mais Kaspa, je trouve très intéressant. On a quoi d'autre aussi? On a le FET. Pour moi, voilà, comme j'expliquais, Narrativia. Voilà, Narrativia, ce lot m'intéresse. Est plutôt bien comme bottom. Donc si jamais on peut faire un higher low et pousser plus haut, ce serait sympa, surtout qu'on a des stops à aller chasser ici. Comme tu le vois, on a beaucoup de highs qui ne chassent pas les précédents, donc pas mal de liquidités à aller chercher, et je pense que ça peut être un objectif, surtout qu'on peut pousser plus haut, et que ici c'est un niveau mensuel. Je pense que tu le vois. Il y a beaucoup d'alts qui sont belles, hein. On peut toujours se faire troll par BTC, mais belle, on est dans des belles localisations, et il peut se passer quelque chose. Donc il va falloir voir ce qui se passe. ING en mensuel
On a reclaim ce support qui était pour moi hyper important, gros support ici. Tu le vois, qui nous a servi de résistance par le passé. On est repassé au-dessus, ça, on tient ici en tant que support. C'est les 38% de retracement de toute cette hausse. Donc on avait vraiment la localisation entre le support mensuel et le retracement Fibo. Et puis derrière, on a surtout plein de highs qui n'ont pas été chassés. Donc c'est des liquidités ici à aller chasser. Et donc pour moi, mon objectif, c'est qu'on aille au moins chasser ici. Après, je sais pas si ce sera un piège pour derrière Nuke, ou est-ce que ce sera juste un petit retracement pour pousser plus haut. Mais en tout cas, moi, ma target, elle reste ici, et je cherche toujours un setup long ici, en protégeant ces lots ici, parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de raison de repasser sous ces lots dans un scénario acheteur. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où on commence à enfoncer sous ce niveau-là, je pense que ça puera et on aura perdu le momentum acheteur. On a Litecoin aussi, qui tient bien pour l'instant son dernier niveau avant un all-time low, selon moi. Donc voilà, mou du genou, mais voilà, il rebondit comme moi je m'y attendais. Par contre, si on commence à enfoncer sous le niveau là, ça va être très très chaud pour les holders de Litecoin, je pense. Aptos, en logarithmique, on a une trendline des enfers, on a de la divergence des enfers. Donc là, en gros, on a la localisation. Donc la localisation, c'est quoi? C'est un niveau ici en weekly. On a la divergence, avec divergence haussière sur le RSI qui va être sur le point d'être validé. En 2 jours, en 3 jours, je pense que c'est plus ou moins pareil. En daily, je pense que c'est hyper net. Non, même pas. Non. Voilà un joli triangle. Ouais. Donc bref, on a la divergence, on a de la localisation et on voulait de la structure, et la structure en fait on l'a eu. On a eu un beau W ici autour de ce niveau-là, et derrière il a été retesté, j'ai pas osé la racheter, mais au final voilà. Donc ouais, non, c'est pas vraiment un W ça, mais ah ouais, okay. Ouais, non, moi un W pour moi c'est à plat, c'est là enfin, okay. moi ça m'intéresse pas vraiment, mais franchement, je me dis que si on repasse sous ce lot, c'est-à-dire qu'on repasse sous ce lot, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances qu'on repasse sous ce lot. Et du coup, je réfléchis, je me tâte à peut-être tenter un achat avec un lot sous ce niveau-là ici, pour derrière viser par exemple tous ces highs, voire un peu plus haut. Mais en tout cas, Aptos qui fait vraiment partie des cryptos que je surveille, parce que voilà, je le trouve il est sur une trendline qu'on a testé plein de fois, il est sur un niveau de support très intéressant, on voit que le momentum vendeur est en train d'un peu de se perdre, donc moi ça m'intéresse. Rune, comme je m'y attendais, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, moi je voulais acheter un retest dans cette zone rouge et en reload zone acheteuse, donc 61-70% de retracement de toute cette hausse. On l'a frôlé, on n'y est pas allé, ou en tout cas voilà, et derrière on a été chercher les highs, c'était la zone que je regardais, et c'est ce dont j'ai parlé sur Discord. Donc voilà, Maker pareil, je m'attendais à ce qu'on prenne les highs et qu'on décolle, ça a été le cas, je voulais un retest. Ça bouge bien, hein. Je voulais un retest de la zone rouge ici, des 38%, on l'a pas eu. Si on dézoome un peu, ce graphique est magnifique. Pourquoi? On a un W ici en 2 semaines, voire en mensuel, et derrière on reteste la ligne de coup du W. Donc structure de retournement. Donc concrètement, on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas tout le long ici. Et là pour la première fois, on fait un sommet plus haut que le précédent et surtout des creux de plus en plus haut, et on reteste ce niveau ici qui devait être flip en tant que support. Et là on repart. Ça pour moi, c'est un putain de cas d'école. Ça c'est un graphique pour moi, c'est magnifique. S'il y a des religieux dans le chat sur YouTube, si vous êtes chrétien, la messe, si vous êtes musulman, la Mecque, là, c'est le moment de prier, les frérots. On a des beaux setups sur les alts. Si Bitcoin ou je sais pas quoi nous fait pas une dinguerie pour tout nous faire plonger, il peut se passer des choses intéressantes. Après, voilà, comme je t'expliquais sur Ethereum, pour moi, on est vraiment sur une grosse zone de résistance. Donc, une résistance est une résistance jusqu'à preuve du contraire. Donc, j'irai pas parier sur le fait qu'on la cache. Donc, moi, j'attendais juste qu'on la déborde et qu'on l'utilise ici en tant que support. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je suis à la fois short et à la fois long. Je suis short sur WorldCoin parce que pour moi... parce qu'il est tout frais. Et que, voilà, pour moi, c'est de la merde et j'ai un beau setup baissier et voilà, je me dis pourquoi pas. Et suis parce que j'ai un beau setup long et j'ai l'impression qu'il est en capacité de surperformer le marché. Mais voilà, je prends pas 10... Là, j'ai 2 positions en cours, enfin avec le BGB 3, mais j'irai pas au-delà de ça parce que si j'ai trop de positions qui sont trop corrélées et que juste BTC ou Ethereum débordent pas leur résistance, la chance que je me fasse invalider et stopper et que je perde des sous sur chaque crypto, sur chaque position est assez importante. XLM, toujours en train de retester son W, un peu comme Maker, mais en beaucoup plus fébrile, dans le sens où on a fait un W ici en weekly, et là on reteste la ligne de coup, et c'est pour ça que je surveille de très très près ce niveau-là. Mais là, pour le coup, on est sur le point de clôturer la semaine avec une bougie terrifiante. Donc, peut-être prendre des setups short si jamais on galère en dessous. Mais voilà, moi je voulais l'acheter honnêtement. Je me suis dit que
on a fait une belle mèche, on chasse sous ces niveaux-là, ça devrait tenir, et là, au final, on voit que les bougies, elles font la gueule, quoi. Donc si jamais j'ai un setup long, pourquoi pas le prendre, mais là, le fait qu'on ait chassé au-dessus de ce high, avec ce high, et que on galère sur le support qui est donc la ligne de coup ici, et que ça devait être un retest qui est rapide et pas une vraie consolidation, franchement, ça me pousse à penser que XLM va tirer la gueule. On a le Link qui est toujours dans son range depuis 500 jours. Est-ce que cette fois c'est différent? Est-ce que cette fois on va réussir à casser le range par le haut? Franchement... Il cassera quand les autres casseront, je pense. En fait, il faut qu'il y ait une mouvance générale des altes, non, je pense pas, honnêtement. Okay. Si je regarde la semaine, t'as BTC qui a plus 1% et t'as Link qui a plus 20, ou plus 15. Donc, je pense que quand t'as un prix qui consolide comme ça depuis aussi longtemps et qu'il a autant d'attention, ça peut péter fort d'un coup, dans un sens, peu importe les conditions de marché. Ah, je pense pas que ça pètera si évidemment BTC nuke, mais même si BTC baisse légèrement ou quoi, il suffit d'un peu de pression pour que ça pète. Donc, je sais pas, depuis le début, on fait que des sommets de plus en plus bas, enfin en tout cas des sommets des mèches de plus en plus basses quasiment. Là, on est dans la meilleure utilisation pour défendre ce top. Bon, franchement, on est fatigué. Pour moi, le moment d'acheter, c'était là. Ou au moment du reclaim du bad range, mais pour moi ici c'est impossible d'acheter. Si jamais on a un retracement, pourquoi pas pour défendre ce lot, mais moi ce lot il m'avait pas convaincu parce que sur ce lot en fait cette petite mèche elle n'a pas été chassée sous cette petite mèche. Alors peut-être qu'on a été le faire sur les futures et à ce moment-là je vais m'en mordre les doigts, mais je crois pas que c'est le cas. Non, sur les futures on n'a pas chassé et en fait j'aurais bien aimé qu'on chasse et là j'aurais une, mais là on a des stops qui se placent ici, donc franchement, Link, je souffle. Si vous êtes dedans, je vous dirais. Enfin, moi, je serais pas dans une optique de sortir actuellement. Je pense qu'on peut pousser beaucoup plus haut. Et si vous n'êtes pas dedans, je vous dirais probablement de pas FOMO, de pas FOMO et de pas buy dans la panique. Matic très intéressant. Pourquoi? Parce que on est en train de créer une grosse divergence avec le prix qui fait des clôtures de plus en plus basses et le RSI qui fait des creux de plus en plus hauts. En weekly, sur le MACD, sur le momentum, on voit que cette divergence elle est sur le point de se valider. Et en plus de ça, à court terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit W. Alors, il n'est pas validé, mais en tout cas, je surveille de près parce qu'on est quand même dans une des meilleures localisations pour défendre le prix. C'est-à-dire que si on est dans une optique, ce lot tient, bah, on est quand même dans la zone la plus proche du lot pour donc défendre ce lot avec de la divergence qui s'installe, etc. Donc surtout qu'il y a pas mal de gens qui sont pessimistes sur Twitter, sur Matic. Donc pour l'instant, c'est un début de force, on a vraiment pas grand-chose, mais si jamais j'ai un truc assez sympa, je prendrais un setup long. Sincèrement, ça m'intéresse. Et sinon, rien de bien intéressant. Des petits rebonds un peu partout. On a JMX qui reprend de la force, mais rien de réellement convaincant, surtout après toute cette baisse et cette sous-performance du marché. Faut pas oublier qu'il est passé quand même de $91 à $28 en l'espace de 2 mois, 3 mois, peut-être un peu plus, mais voilà, en très peu de temps. Donc voilà, pour l'instant, donc j'ai pas de consolidation et des vraies structures ici en weekly. Et puis c'est à peu près tout pour moi. Bah écoute, c'est top. On va terminer cette émission parce qu'on est en fait comme d'hab, tu vois. Ouais Léo, cette fois on fait le plus court. Tu connais. En tout cas, merci beaucoup. J'aime bien quand on parle des alts, quand on voit des belles structures. Maintenant, j'espère que ça va payer. Je terminerai juste cette émission pour dire que moi, si jamais j'organise avec Ultra un tournoi sur Valorant, que je vous laisse en description. Le tournoi va se faire du coup le 7 octobre. On a déjà la moitié des slots de remplis. Vous pouvez venir seul, vous pouvez venir en équipe. Je vous fais remplir un petit formulaire où je vous demande de rejoindre le Discord de Coin Academy. Discord de Coin Academy. Je vous demande de créer un compte Ultra, de me dire votre rang, votre IOT ID, de me mettre votre wallet Ultra pour vous envoyer un NFT pour que vous puissiez vous inscrire au tournoi. Voilà, le tournoi sera streamé chez nous. Et également, j'ai ma chaîne Capet Crypto qui frôle les 1500 abonnés. On a 1450 actuellement. Qu'est-ce qui va arriver sous peu? Il va y avoir une vidéo. Quelles cryptos du top 100 sont utiles? J'en ai analysé 35 sur 100. Je continuerai cette série. Ça vous a énormément plu. Je prends le temps de vous expliquer l'histoire des différentes crypto-monnaies. Merci beaucoup. Je suis passé rapidement, mais c'était très bien. Les gens ont kiffé. Donc je vais continuer le concept, faire tout le top 100, et puis peut-être qu'on ira creuser plus loin après dans top 100 à 200. Je pense que c'est un concept qu'on peut user. Puisqu'on parle pourquoi il y a plusieurs bitcoins, pourquoi il y a plusieurs Ethers, c'est quoi l'histoire du Doge, l'histoire du Litecoin, l'histoire du Tron. Je fais l'histoire de toutes les jetons du top 100 et après je vous dis ce que j'en pense, en gros. Donc c'est une vidéo comme ça qui va arriver. Et
Et puis voilà, hein, des analyses fondamentales comme d'habitude qui vont arriver sur la chaîne YouTube, sur Twitch et compagnie. Donc vous êtes sur ma chaîne, du coup, ce qui va arriver aussi, il y a l'interview du coup de la directrice générale de Binance France qui va arriver très bientôt, l'interview de Richard Détente, une interview de quelqu'un qui globalement gère énormément d'influenceurs dans le baron, voilà, énormément d'influenceurs dans le CTFR. Donc globalement, il fait des campagnes marketing avec plein de marques et plein d'influenceurs. Donc ce sera l'occasion de vous expliquer combien les influenceurs sont payés, comment ils sont payés, à quelles conditions, comment les marques payent ces influenceurs-là, dans quel objectif, de quelle manière, comment ils mesurent tout ça. Enfin bref, beaucoup de choses assez intéressantes. Et encore une fois, la masterclass sur les tokenomics qui arrive. Et mon talk aussi avec Artemor qui tout simplement est expert en art digital et qui nous dit pas mal de choses assez intéressantes sur l'industrie traditionnelle de l'art et cette nouvelle industrie de l'art digital. Du NFT. Qui est une industrie qui vous intéresse pas forcément, le NFT, j'en conviens, mais qui va venir naturellement s'ancrer dans le marché au fur et à mesure que le marché va se professionnaliser. Merci beaucoup pour cette émission. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous aurez les liens des 2 chaînes Twitch pour nous suivre. C'est tous les dimanches à 19h. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. On se retrouve sur le Discord de Coin Academy si vous voulez échanger sur du trading, sur de l'entraide, sur des fondas, sur du gaming. Bonne soirée à tous et ciao tout le monde. Tchuss.